quand je regardais où j'étais placé en tant que photographe de mariage Lyon, je voyais toujours une personne qui était là, qui s'appelle Sébastien Clavel. Et je me suis demandé comment il fait pour être en première place de photographe Lyon tout le temps. Et en plus, quand Cécile Crèche et Franck Boutonnet m'ont dit « Va lui parler, il est super cool », je me suis dit « Bon, ok ». Et donc cette semaine, dans ce podcast, je reçois le photographe de mariage Sébastien Clavel. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Alors, nouveauté à partir de cette semaine, de ce podcast, si vous voulez regarder, vous pouvez regarder ce podcast sur YouTube avec vraiment la vidéo. Vous allez voir, on a filmé cet entretien et donc vous pourrez nous voir et on va parler par exemple de photos et il y aura 2 photos qui seront affichées. Alors, vous pouvez totalement l'écouter, ce podcast. C'est fait à la base pour être un podcast et pas une vidéo, mais c'est un bonus. Voilà, il y a la vidéo qui sera en ligne également. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Clavel. Sébastien Clavel qui se considère, qui se dit ne pas être photographe. Voilà, vous allez voir, je lui ai posé la question parce que ça, il le dit un peu dans son site. Pourquoi tu n'es pas photographe ? Pourquoi tu ne te considères pas comme photographe ? Et il a sa définition bien à lui et c'est très intéressant d'en parler. Sébastien Clavel n'est pas issu... n'a pas fait d'études de photographie, vous allez voir, c'est un ancien directeur de chez Decathlon. Il a eu une carrière assez hors norme pour nous, photographes de mariage, photographes tout court, photographes professionnels. Et en plus, vous allez voir, il y a une anecdote assez forte avec Franck Boutonnet. Voilà, c'est vraiment les hasards de la vie et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. On parlera également avec Sébastien de est-ce qu'il faut aimer ses clients, est-ce qu'il faut être proche d'eux, à quel point il faut être proche d'eux, à quel point il faut les aimer, et également de qu'est-ce qu'une photo intemporelle, puisque sur son site il parle de photo intemporelle et c'est toujours une question, moi j'utilise aussi ce terme-là et c'est toujours une question qui me vient, c'est quoi une photo intemporelle ? On parlera également de comment bien se placer sur Google, puisque je vous l'expliquais dans le tout début de ce podcast, il est premier depuis quelques temps, depuis 3 ans peut-être, quelque chose comme ça, il est premier en tant que photographe de mariage Lyon, et je voulais savoir comment il fait. Et vous allez également apprendre que Sébastien aime bien, je pense pas qu'il aime bien, mais en tout cas ça lui arrive souvent d'avoir des problèmes de santé, et vous allez voir comment il a pu gérer son année 2018 et 2019 qui ont été gâchées par ses problèmes de santé, et comment il a fait pour pouvoir quand même assurer ses mariages, travailler son réseau, travailler son mental. Enfin voilà, vous allez voir tout ça. On va parler de tout ça dans ce podcast, que je vous rappelle est filmé, donc vous pouvez le voir sur YouTube si vous le souhaitez. Et avant de vous laisser avec Sébastien et Sébastien, puisqu'on est 2 Sébastien, j'ai une formation gratuite sur 7 jours, entièrement gratuite. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez sur trouver des clients. Donc 7 cours sur comment trouver des clients. Voilà, c'est directement, vous avez le lien en dessous. Et puis voilà, je vous laisse maintenant avec Sébastien et son elevator pitch. En tout cas, un bout de son elevator pitch. Je commence toujours le podcast par, et comme tu connais pas du tout le podcast, tu vas être peut-être un petit peu dérouté au début, mais je commence toujours par, est-ce que tu peux faire ton elevator pitch? C'est-à-dire, est-ce que tu peux, genre, je suis un futur marié, tu me rencontres dans un ascenseur, tu as 30 secondes, 1 minute maximum pour décrire ce que tu fais, pour te vendre, en fait. Est-ce que tu peux me faire ça? Très bien. Déjà, ça commence. Super. Ça commence déjà comme ça. Attends, j'ai pas la pression déjà. Attends, je sature le son et je crois que j'ai mon cœur qui s'emballe aussi. Le pitch, en fait, non. C'est vrai que je me présente toujours de la même manière, en fait. J'explique qui je suis. Donc, ça fait 6 ans que je fais de la photographie. Qu'avant, je travaillais dans une grande surface de sport. J'étais responsable pendant 10 ans chez Decathlon d'une bonne partie du magasin de Bourgoin-Jallieu. J'ai travaillé dans les banques, les assurances. Voilà. Et puis un jour, je me suis fait opérer de la main droite. Et puis j'ai décidé que ce jour-là, je serais photographe. Okay. J'en avais un peu ras-le-bol. Mon patron m'a accompagné, mais par contre, ma femme, elle était pas du tout contente. Elle voulait bien que je reste chez Decathlon parce que je gagnais bien ma vie. Et puis voilà. Puis je suis quand même parti. J'ai démissionné sans rien lui dire. Et puis voilà. Donc après, je me suis lancé tout bêtement à faire des formations. J'ai fait même 1 an de photographie contemporaine, rien à voir. N'oublie pas, normalement, je suis ton futur client, donc il faut quand même que tu te vendes un petit peu.
Ah oui, c'est vrai. En fait, quand je suis en rendez-vous, client, c'est ça qui est intéressant. Ça dure en général entre 2 heures et 2h30. En Zoom, ça dure pas 30 minutes et ça passe très très vite parce que justement, tout ce que je suis en train de faire là, je discute beaucoup et j'explique aussi mon parcours. Donc je ne le fais jamais en 1 minute, très clairement. Donc ce que tu me demandes, c'est quasi pas que c'est impossible, mais je ne sais pas faire. D'accord. Donc tu vois, je suis incapable de me présenter en 30 secondes. Ok, bon bah alors continue. À part te dire que bah voilà, j'ai une vie tranquille, on va dire. Je suis venu à la photographie presque par accident. Je suis pas photographe. J'adore dire ça, que je suis pas photographe, ce qui est la vérité. Je me considère pas comme un photographe. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qui est marqué enfin sur ton entreprise, c'est quoi, c'est photographe? Ouais, c'est marqué photographe, ouais, bien sûr. Mais quand je dis je suis pas photographe, je suis pas le genre de personne qui a son appareil photo du matin au soir, pense photographie du matin au soir, rêve de photographie, absolument pas. D'accord. Donc je suis très de ce côté-là, je suis très terre à terre. Dans ce cas-là, comme tu vas pas faire l'elevator pitch comme je demande à chaque fois, je vais du coup enchaîner sur les autres choses et enchaîner sur ce que tu dis. C'est intéressant là, ce côté où tu te dis t'es pas photographe. Qu'est-ce que tu es alors? Enfin, parce que souvent quand même on est passionné par la photo, on est souvent en tant que photographe, quand de mariage ou pas, on a ce truc dans le sang. C'est pas qu'on vit toute la journée avec son appareil photo. Moi, je touche peut-être une fois tous les 3-4 jours, peut-être plus, mon appareil photo. Quand je dis que je touche, il y a rien de tendancieux derrière. Hein. Mais on fait ce qu'on veut à part après. Exactement. Et par contre, c'est vrai que je pense toute la journée photo. Qu'est-ce que tu fais toi dans ta journée à côté? Enfin, tu es quoi? Je suis un papa à la maison. Je m'occupe de l'éducation de mes filles. J'essaie de m'occuper de mes autres passions. Dans un cercle extrêmement restreint d'amis. Et ça, c'est aussi une de mes particularités. Je suis désolé, je suis en train de chercher un truc qui est tombé. Mais c'est aussi une de mes particularités. Et quand je dis que je suis pas photographe et que j'y suis venu par accident, c'est exactement ça. Ce que j'ai dit au début est vrai. Faut savoir qu'en 2008, je me suis fracturé en fait la main droite, celle-ci. Ça va, elle a l'air d'aller bien maintenant. Alors non, parce que justement on croirait qu'elle va bien cette main, mais en fait cette main ne bouge plus. Ah ouais, d'accord. Ah oui, en effet. Pour ceux qui l'écoutent en podcast, il essaye de plier son poignet et le poignet reste droit. Exactement, cette main ne fonctionne plus, elle ne bouge plus. Et c'était une décision très très compliquée pour moi à prendre, puisqu'il a fallu que je me fasse opérer. Ça a duré 1 an et demi. J'ai ce qu'on appelle une arthrodèse complète du poignet droit, ce qui fait qu'il ne bouge plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être aussi l'occasion de changer de métier, parce que ça allait être compliqué aussi par rapport à mon boulot chez Decathlon. Tu verras, tout est en fait va dans l'ordre en fait, tout bêtement. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Je me suis dit, c'est vrai que j'aime bien la photo, en sachant que je n'avais jamais eu d'appareil entre les mains à moi avant 2008. Et je me suis acheté mon premier appareil photo numérique. Ça doit être un Pentax, je crois. J'ai pas dû garder longtemps parce qu'après je suis passé tout de suite chez Canon. Et en fait, j'y suis venu par accident. C'est exactement ça. Si je m'étais pas fracturé la main, je serais peut-être pas devenu photographe. Ça, c'est une vérité vraie. Et puis, ce qui m'a surtout plu tout de suite, je suis un garçon, comme je l'ai dit, un petit peu introverti, mais surtout, j'ai quelques manques, on va dire, affectifs sur certaines choses, comme certains. Et en fait, je le retrouve en fait sur les mariages. Il y a certains moments clés qu'on retrouve sur les mariages que j'aime beaucoup et que je prends un malin plaisir, à faire ressortir à travers les images, peut-être que tu connais ou pas, je sais pas, de mon travail, d'une manière assez, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'émotion et beaucoup d'humour aussi. Je suis connu pour les deux. C'est vrai qu'il y a des petites touches. Il y a quelques photos qui m'ont fait avoir un petit sourire en coin. C'est exactement qui je suis et comment j'y suis venu. Donc,
j'ai pas un passif de photographe où je suis capable de te dire bah voilà les 15 plus grands photographes que j'aime c'est eux. Je n'ai quasiment aucune culture photographique et je ne m'en cache pas, hein, ça ne me pose aucun problème là-dessus. Mais par contre, lorsque j'ai un appareil photo entre les mains, je sais exactement ce que je veux faire avec. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis que je ne suis pas photographe, dans le sens où je ne vis pas 100% de mon temps pour la photographie. Ouais, après, on n'est pas obligé non plus de vivre 100%. Il y a un moment, ça prend la tête, et je te jure qu'il y a un moment, c'était là, tu fais, j'aimerais bien ne plus y penser, quelqu'un. Après, moi, j'ai pas ce problème. Moi, j'ai pas ce problème-là. C'est ça qui est bien. Mais est-ce que ça te fait ça quand même? Parce que en plus, quand il y a la partie photo, mais il y a la partie être à son compte aussi. Et être à son compte, ça te prend la tête aussi, des fois, à t'empêcher de dormir. Est-ce que quand même, tu as cette partie-là? Oui, alors ça c'est encore autre chose effectivement. Lorsque j'étais je parle souvent de Decathlon parce que c'est vrai que c'est quand même ma plus énorme expérience. J'y suis resté 10 ans. Ah oui, quand même. Et surtout, lorsqu'on reste 10 ans chez Decathlon, on est quand même marqué par la partie managériale parce que j'étais patron chez Decathlon, donc j'avais un compte d'exploitation, j'avais une quinzaine de personnes sous mes ordres, donc la moitié du chiffre d'affaires du magasin à l'époque, ce qui est voilà des millions d'euros, donc je sais compter. C'est important dans un métier comme le nôtre. Je sais compter, je sais être rentable, je sais me faire plaisir et je sais expliquer justement ma manière de travailler avec un grand sourire sans m'excuser le moins du monde possible sur l'argent que voilà je génère, parce que c'est aussi une partie importante. Donc oui, être à son compte, c'est pas tout à fait la même chose. Je m'en suis rendu compte au début, je me suis dit ça va être simple, puisque j'ai fait ça pendant 10 ans d'être un patron, et j'étais un patron pour une boîte, et puis voilà, j'avais des collaborateurs et des collaboratrices qui faisaient aussi un travail aussi pour moi. Là t'es tout seul. Donc oui, quand t'es tout seul, alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais faire un peu de compta, je vais faire un peu de chat. Ah non, on est en train de m'appeler pour autre chose. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai cette séance à traiter. Et puis à la fin de la journée, ah merde, je crois que je devais faire de la compta, mais en fait, je la ferai demain. Voilà, comme tout le monde. Donc oui, cette organisation est un peu plus compliquée à mettre en place au début, c'est vrai. Maintenant, ça va. Est-ce que en quoi ça t'a apporté parce que souvent, je côtoie pas mal de photographes débutants, de photographes de mariage débutants ou de photographes professionnels débutants, et moi-même je l'ai été, et j'avais pas l'expérience que tu avais toi, à être patron d'une boîte, de gérer des gens et tout. Je suis arrivé un petit peu comme ça, à dire tiens, coucou, j'ai ma boîte. Et on est beaucoup comme ça, à avoir appris sur le tas, et à pas que ce soit notre formation de base non plus, de savoir gérer. La compta, c'est toujours chiant. Bon, je pense que c'est chiant pour tout le monde de toute façon, sauf pour les comptables. Et d'où l'intérêt d'avoir un comptable qui aime ça. Au moins, ça aide. Mais il y a tout ce qui est paperasse, tout ça et tout. Et surtout, savoir être rentable, comme tu dis, savoir parler d'argent et tout. Donc toi, quand t'es arrivé et que t'as commencé à être photographe, ton ancien métier t'a apporté tout ça. T'as senti qu'il y avait toute cette partie qui a été assez facile, où il y a vraiment eu le fait de se vendre toi-même ta prestation à toi, parce qu'avant tu vendais des articles de sport, ce qui était quand même différent. Là, tu vends ta prestation à toi, donc que tu dois faire avec ton œil, avec ce que tu sais faire, tout ça. Est-ce qu'il y a eu une différence là-dedans? Oui, tout à fait. T'as raison. C'est vrai qu'au début, c'est pas du tout pareil. Moi, je venais de ce monde-là en me disant, je vais appliquer plein de préceptes marketing et tout ce que tu veux, en me disant, voilà, je gère quoi, tranquille. Et en fait, non, pas du tout, parce que là, ce que tu vends, c'est toi-même. Et se vendre soi-même, c'est compliqué parce qu'au début, se vendre, ça veut dire se connaître et savoir exactement ce qu'on souhaite mettre en place. Et ça. Tu as raison, je te rejoins, ça prend pas 3 mois, et j'étais totalement débutant aussi là-dessus, même si j'avais une expérience professionnelle quand même assez marquée, avec beaucoup de choses que Decathlon aurait pu m'apporter. Au début, c'était quand même un peu perdu parce que tu te dis, attends, déjà, comment tu vas aller chercher des futurs mariés? Comment tu vas te débrouiller? Il te faut te faire un site internet. Ah oui, et l'image que tu veux, qu'est-ce que tu veux au fait? Et comment tu veux te positionner? Ouais, je vais me mettre en haut de gamme. Et en haut de gamme de quoi? Mais pourquoi tu te mettrais en haut de gamme? Et qu'est-ce que c'est le haut de gamme? Et est-ce que tu te mettrais pas plutôt en moyenne gamme? Ah oui, mais comment on gère? Et qu'est-ce que je vais mettre dedans?
Est-ce que je vais mettre une clé USB? Est-ce que je vais mettre des albums? Et combien d'heures je vais travailler? Oh, bah, je m'en fous. Et puis, pour combien? Donc, oui, effectivement, toutes ces questions-là, je me les suis posées dès le départ. Et au fur et à mesure, donc, tu vois, mon premier mariage, il était en avril 2015, pardon. Okay. Je vais dire 2005, 2015. Ça fera 6 ans cette année, voilà, que je fais du mariage. Depuis maintenant à peu près 2 ans, je vais dire 2 ans et demi, je sais exactement qui je suis et comment je vends mes prestations. Donc tu vois, il y a quand même 3 ans, 3-4 ans, et encore ça va évoluer. Hein. Je pense que ça évoluera. Et c'est ça qui est bien aussi. Il faut jamais rester sur la même chose, même si ça fonctionne bien. Il y a quand même 3-4 ans d'évolution. Et qu'est-ce qui, pendant ces 2-3 ans, 3-4 ans d'évolution, quelles ont été les étapes que tu as vécues? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs? Enfin, comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à savoir ce que tu voulais, ce que tu voulais pas? Comment te vendre? Est-ce que c'est arrivé vraiment progressivement ou il y a eu des bam, 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 t'as compris un moment, tu sais, tu te réveilles, tu fais ah, c'est bon, je sais. Eh ben, ouais, pareil, ça c'est une bonne question. Il y a eu des steps, effectivement. Ce qui est, comme je l'ai dit, un peu compliqué pour moi, c'est que comme je suis un garçon assez introverti, on dirait pas, parce que après il y a aussi mon Facebook, il y a une partie d'une image qui est totalement extravertie chez moi et vraiment une partie intime et où que je réserve vraiment à très peu de personnes. Je me suis dit, ouais, il va falloir que je m'ouvre, il va falloir que j'aille demander des choses. Je dis, oh putain, fais chier. Bon, je vais faire comme d'hab, je vais faire moi-même. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, non, ça marche pas là. Il va falloir faire d'autres choses, donc faire confiance des gens à d'autres personnes. Et puis surtout, quelque chose qui est extrêmement important, c'est la formation. Ça, on le dit pas assez, mais la formation a été extrêmement importante pour moi. Alors c'est vrai que c'était en plus, on va dire entre guillemets, même si c'était pas longtemps, à la grande époque du FAF-CEA où c'était la fête et on pouvait faire entre guillemets des formations pour tout et pour rien. Ça n'a jamais été le cas quand même, parce que toutes les formations que j'ai fait, elles m'ont apporté quelque chose. Une des grosses formations qui m'a apporté quelque chose, c'est avec Marie-Astrid. Marie-Astrid Agasse. Exactement. Où donc j'ai fait photo coach en 2017, je crois. En 2016-2017. Et ça, oui, ça m'a beaucoup apporté parce que ce jour-là, je me suis vraiment dit, tiens, oui, voilà, je sais ce que je veux faire. Donc ça, c'était un premier virage. Il y en a eu un deuxième qui était en fait pendant un an, j'ai été coaché par Franck Boutonnet, qui est un ami. On se connaît depuis 30 ans. D'accord. Ah oui, donc même d'avant et tout. Alors oui, c'est ça qui est rigolo. C'est une anecdote qu'on adore raconter tous les deux parce que on se connaît depuis 30 ans, on s'est perdu de vue et en fait on s'est retrouvés lorsqu'il y a eu un magnifique workshop avec 80 ou 100 photographes donc sur le c'était en 2000 exactement, dans le mariage exactement, donc en 2015 ou 2016 de mémoire, 2015 non 2016 c'est fin 2015 ou fin 2016? C'était fin 2015 parce que ça faisait pas longtemps que j'étais à Lyon. Fin 2015 où on s'est retrouvés. Parce que tu savais pas qu'il était devenu photographe de mariage ou... Non. D'accord. Non. Et puis moi, pour certaines choses, j'avais pas forcément de mémoire. Et l'anecdote est rigolote parce que justement à l'inscription, il me regarde dans les yeux puis il me dit, comment ça va depuis le temps? Et je regarde, je fais, ouais, ça va. Et j'étais donc avec d'autres amis photographes qui me disent, mais tu connais Franck Boutonnet? J'ai fait, qui ça? Là, je débarquais. Hein. Et puis, on en a rediscuté. Je suis non, mais je pense qu'il se trompe et tout. Et donc, je suis allé le revoir. Je lui fais, mais tu me connais? Il me fait, mais oui, bien sûr. Et je t'ai reconnu à tes yeux. Et c'est ça qui est magnifique. Il me dit, mais je reconnais tes yeux. Tu te rappelles que dans les années 90, on faisait les pions au village olympique à la sortie de l'école et tout. Donc, quand on était étudiant, je fais, ah putain, mais merde. Exact. Exactement. Et puis après, c'était rigolo parce que ça a été le running gag pendant toute la soirée. Moi, je prenais tous mes potes photographes, je disais, écoutez, venez les gars, je vais vous présenter Franck Boutonnet. Ça fait 30 ans qu'on se connaît.
Donc là, ma partie rigolote qui reprenait le dessus. Et donc, effectivement, c'est plus lâché depuis. C'est un vrai ami. Et pendant un an, il m'a coaché. C'est lui qui m'a mis au concours de mariage. J'ai pas forcément envie, parce que je voyais pas forcément d'intérêt. Puis surtout, je voyais pas les images concourables, on va dire. Moi, je regardais des images, c'est bien. Je dis, non, mais ça, si tu la mets comme ça, tu la cadres comme ça, tu fais ça, concours. Je faisais, c'est bien. Donc ça m'a appris beaucoup de rigueur de ce côté-là. Je le remercie beaucoup pour ce qu'il m'a apporté. Donc ça, c'était un deuxième effectivement gros virage, parce qu'à partir de 2017, 2018, j'ai commencé à gagner effectivement des images, mais c'est pas quelque chose après lequel je cours. Très clairement. Ça m'a apporté un peu de visibilité, c'est vrai. Mais ça n'a pas été ce qui a fait Sébastien Clavel. C'est-à-dire que ça a été une des parties. Photocoach en a été une autre. Et puis effectivement, en 2018-2019, il y a eu un déclic, je sais pas, dans mes images de 2016-2017 et à partir de 2018-2019, elles changent complètement. D'accord. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est je me suis levé un matin, j'ai dit je crois qu'aujourd'hui je suis Sébastien Clavel photographie. Ça s'est pas expliqué, c'était comme ça en fait, quasiment du jour au lendemain. Et les images que je faisais vraiment, je disais tiens, les gens étaient capables de reconnaître que c'était mes images là, parce qu'il y avait des codes qui étaient utilisés en fait dedans. C'est marrant parce que d'un côté, donc tu parles de photocoach, mais qui est quand même uniquement sur la partie gérer son entreprise de photo. Après, tu as la partie Franck Boutonnet, où là, je pense que le connaissant, il t'a quand même plus amené côté photo vraiment, et un peu moins du coup côté entreprise. Et gérer ton image de photographe quand même. Donc, est-ce que c'est le fait d'être à son contact, ou il t'a fait découvrir d'autres choses, ou toi, tu as été de renseigner à côté, qui a fait que tu as senti une cassure comme ça dans tes images entre 2017 et 2018 Ou c'est une prise de conscience? Il y a une prise de conscience, et puis il y a aussi le fait de partir faire d'autres formations, d'autres workshops, et puis de partir. Alors j'ai fait Bodaf. À partir de là, je fais Bodaf. Je suis allé à Fearless aussi. Donc tu rencontres d'autres photographes mondiaux, mine de rien. Enfin, quand je dis mondiaux, c'est-à-dire du monde entier. Donc c'est avec c'est quelque chose de totalement pour moi qui était totalement bizarre, parce que dans des endroits comme ça, je me sens bien et pas bien en même temps. C'est-à-dire qu'il y a ce côté vraiment volubile et extraverti qui ressort, et puis en même temps, je dis waouh, c'est beaucoup pour moi. Oui, ça c'est la question que j'allais te poser par rapport à ça, parce que moi, il faut savoir que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je suis quelqu'un d'assez solitaire, je suis un ours, je vois peu de monde, je m'intègre très peu à toute la communauté et tout ça, je reste beaucoup dans mon coin, et j'ai beaucoup de mal avec les réunions de beaucoup de gens, de beaucoup de monde. Et c'est pour ça que j'ai jamais été à ce genre d'événement. Et comment toi, un introverti comme ça, comment tu t'es senti alors que tu étais avec des centaines et des centaines de personnes comme ça, c'est quoi qu'on ressent là-bas? Alors après, c'est toujours pareil, c'est que même si tu es avec des centaines de personnes, tu restes quand même avec un cercle assez restreint, ce qui était le cas. C'est-à-dire que j'étais avec des personnes que j'apprécie, comme pour tout le monde en fait. On est avec moi j'étais plutôt avec un groupe de personnes que je collais, je restais bien avec eux, et donc avec eux je me sens très très bien. Donc j'étais dans ma bulle, si tu veux, dans une énorme bulle. Donc là-dessus, pas de souci. Ce qui a été quand même un peu compliqué, c'est là que je me suis rendu compte, un peu pas des pièges, mais de ce que ça pouvait être aussi, parce que j'ai connu ça pendant 10 ans chez Decathlon aussi. Quand t'es patron, on t'aime pas. Tes équipes ont beau t'essayer de te suivre, t'auras toujours, si t'as des résultats dans l'entreprise, de la jalousie, t'auras toujours quelqu'un qui ne t'apprécie pas. Ça, c'est pas un problème, qui sera là pour faire courir des bruits. Et je me suis un peu rendu compte de ça, justement, vraiment aussi en 2018, quand j'ai fait Bodaf. Beaucoup de personnes venaient me voir en me disant « Ah, c'est toi Sébastien Clavel ». Alors, je savais ni d'Ève ni d'Adam qui c'était ces personnes. Peut-être parce qu'ils avaient dû voir justement des images de concours où je me rendais pas compte en fait de l'impact que pouvaient avoir ces concours-là, ou simplement le fait d'être un peu plus visible sur les réseaux. À cette époque-là. Donc ça, quelque part, ça m'a aussi fait bizarre et un peu fait peur, je pense, inconsciemment, parce que j'ai pas mal ralenti après 2019-2020,
même si j'ai eu quelques soucis de santé qui ont fait que j'ai une très grosse partie résilience aussi de ce côté-là, mais je me suis un peu éloigné de ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas non plus l'essence même de ce que je souhaitais faire, et c'était pas non plus primordial pour moi. C'est pour ça que je dis, tu vois, ça rejoint l'image de dire je ne me considère pas comme photographe parce que je prends un petit peu de tout en fait, si tu veux. J'ai pas besoin d'être à 100% tout le temps pour en fait me satisfaire de mon métier de photographe que je fais, je pense plutôt bien, mais j'ai pas besoin d'être partout en même temps, d'être vu partout, de faire des concours tout le temps. Ouais, mais tu vois, dans ce que tu dis, moi, il y a une certaine logique. Je suis à l'écart aussi des concours. Moi, on en a beaucoup parlé avec Franck et avec d'autres. Je ne crois pas trop aux concours. Mais en fait, surtout, quand tu dis t'es visible, mais d'autres photographes, et au final, ta clientèle, c'est pas ces photographes. Ta clientèle, c'est des futurs mariés. Donc, à quoi ça sert d'être visible des autres photographes si au final ta clientèle c'est des futurs mariés? Donc il y a un moment, il faut aussi être cohérent, et ça fait plaisir aussi de voir que les autres apprécient notre taf et tout ça. Il y a une certaine reconnaissance qui revient aussi chez beaucoup de monde. On fait ça aussi pour avoir une certaine reconnaissance de nos pairs et tout ça. Mais à côté de ça, notre clientèle, elle est pas là. C'est des mariés des futurs mariés qui vont nous contacter, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, la visibilité, elle est extrêmement importante à partir du moment où tu veux faire du B2B. C'est-à-dire que si dans ta stratégie, être visible pendant 1 ou 2 ans, c'est après vendre de la formation, du workshop, faire du one-to-one, parce que les gens adhèrent complètement à ce que tu fais et se retrouvent dans ton identité, c'est extrêmement important. Moi, mais tout le monde ne peut pas le faire. Les centaines de personnes qui sont là ne peuvent pas le faire. Même si la plupart essayent, tout le monde ne peut pas le faire. Exactement, parce que il y a beaucoup de choses derrière. Il y a énormément de travail. Il y a aussi le talent qui rentre en compte. Il faut être aussi honnête avec sa propre image. Il y a beaucoup de choses qui comptent dessus, mais surtout, ça dépend aussi de la stratégie que tu as dès le départ. Et moi, la stratégie dès le départ, elle a été simple. Je suis photographe. Je me considère en plus pas comme photographe de mariage, je suis photographe tout court parce que je travaille aussi pour un peu pour les entreprises. Je suis photographe, voilà, j'aime ce que je fais, j'aime surtout les gens. C'est ce que je t'ai écrit. J'aime d'abord les gens et les personnes qui m'accompagnent. C'est pour ça que je fais entre 15 et 20 mariages par an. Okay. J'en fais pas non plus 35, j'en fais pas 40. Ça m'intéresserait pas, très clairement. Faut les faire déjà, les 40. Déjà, faut les faire. Après, c'est toujours pareil. On peut parler stratégie prix, on peut parler de n'importe quoi. Demain, je me mets à 800 € la journée. Non, quand je dis faut les faire physiquement aussi, les 40 mariages. Il y a les deux, c'est-à-dire que c'est facile de faire 40 mariages et après physiquement faire 40 mariages, c'est deux choses totalement différentes. Donc moi, 15-20 mariages, ça me va très très bien. J'essaie d'avoir déjà une vie perso, c'est important. Surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les métiers que j'ai fait depuis que je travaille, j'ai toujours bossé le samedi. Toujours. J'ai bossé dans les banques, je travaillais le samedi. Je bossais dans les assurances, j'ai travaillé le samedi. J'ai travaillé dans un magasin de running, je travaillais le samedi. Je travaillais chez Decathlon pendant 10 ans, je travaillais le samedi. Puis je me suis dit, je vais être photographe et tout, machin. Ce sera plus cool. Non, tu travailles le samedi, mec. Et puis surtout, il n'y a pas de jour, en fait. Mais tu peux aussi ne pas travailler d'autres jours aussi. Exactement. Tu as une certaine liberté que tu n'as pas lorsque tu es enchaîné entre guillemets à ton CDI. Oui, parce que c'est ça qui est génial, tu vois. Chose con, j'ai rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure. J'ai pas eu besoin de poser des RTT ou de voilà. J'y vais, je veux me prendre 2 heures, je me prends 2 heures, quoi. C'est pas. Exactement. Sauf si on a un shooting, mais ça c'est une autre chose, évidemment. Tout à fait. Du coup, tu vois, ça fait partie des premières choses que je voulais te poser, mais on a enchaîné sur autre chose. On a déjà une demi-heure sur le truc et je commence à te poser. On a déjà enchaîné sur 2-3 questions que je voulais te poser. Donc, dans le petit questionnaire que je t'ai envoyé, tu me parlais de aimer les gens, que c'était vraiment ton mantra de pourquoi tu fais les photos, de la façon dont tu fais les photos et tout. Est-ce que c'est une obligation pour toi? Alors, pour toi, oui, mais est-ce que tu sens que c'est une obligation d'aimer les gens pour faire le métier qu'on fait? Oui. En ce qui me concerne, oui. Je suis incapable d'aller sur un mariage
sans ressentir quoi que ce soit. Quand je dis ça, en fait, je n'en fais jamais une question d'argent. On a tous besoin de vivre, et clairement, c'est pas le propos. Ce qui est important pour moi, c'est que dès le départ, les gens adhèrent déjà à moi-même, et à la manière que j'ai en fait de vouloir travailler, et pas inversement. Donc ça, c'est déjà important. C'est bien moi, en fait, que les gens viennent chercher. Et donc, mine de rien, déjà, s'ils sont, si les images qu'ils ont vues leur parlent, c'est que quelque part, déjà, voilà, j'ai fait une bonne grosse partie du travail. Et c'est qu'ils ont compris déjà l'essence même de mes images, parce qu'elles se ressemblent beaucoup pour la plupart. Toujours avec un peu d'émotion, un peu de rigolade, un peu derrière. Et ça, c'est une partie de moi, en fait, tout bêtement. Et j'ai besoin de mettre, en fait, de moi dans les images. C'est une obligation. Moi, aujourd'hui, de me dire, je signe un mariage avec quelqu'un, et je l'ai déjà fait. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, en me disant, voilà, et effectivement, c'était des mariages avec un certain budget. Puis je me suis dit, ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu vas être leur photographe? Parce que tu es certain que quand tu vas y aller, tu vas être toi-même. Et non, et ces 2 mariages-là, je n'étais pas moi-même et j'étais pas forcément content de mon travail. Et ça, je peux pas. C'est quelque chose qui est vraiment intrinsèquement ancré en moi. Je ne peux pas aller sur un mariage sans avoir la banane que j'ai là. C'est-à-dire que c'est contre nature en fait. Je peux pas aller sur un mariage en me disant waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Non. Déjà, j'arrive avec des good vibes. Je dis pas que tous les mariages c'est pump up. C'est pas le cas parce qu'on peut très bien dire oui, tous les mariages c'est chiant parce que c'est toujours la même chose, machin tout. Non. On a une histoire à raconter sur chaque mariage et surtout on a une histoire à raconter sur les gens qui en font partie. Moi, d'avoir un palais à 30 000 balles et de manger du 3 étoiles, très bien, c'est super. Je vais pas cracher dedans. Mais si c'est pas le cas et que par contre je me suis éclaté avec 40 personnes tout au long de la journée et que j'ai vu beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour, moi ça me va très bien. Et ça rejoint ce que je te disais au début. Ça rejoint les choses que moi j'ai peut-être manqué à un moment donné dans ma vie. Je suis quand même en train de dire des choses qui sont importantes. Je suis en train de m'en rendre compte au moment que je le dis. Donc ces choses-là, si je suis parti de Decathlon, c'est pas pour m'emmerder aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ma vie de photographe, j'ai pas du tout envie de me faire chier dans ma vie professionnelle. Alors, j'ai adoré ce que je faisais chez Decathlon, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais aujourd'hui, en tant que photographe, je veux faire que ce que j'aime en fait. Je vois pas pourquoi je ferais quelque chose que je n'aime pas. Donc, j'ai le choix. Je suis mon propre patron. Et ce sont d'abord des sentiments qui vont d'abord diriger les discussions. J'adore les zooms avec les gens en ce moment, surtout quand on peut pas se voir. Et quand je vais chez les gens, je leur dis bien, et ils sont préparés. Je leur dis, attention, ça va durer entre 2h et 2h30. Ils me disent, non, en 30 minutes, c'est plié. Et quand on est en train de boire l'apéro chez eux et qu'on est en train de commander des pizzas parce qu'on est en train de parler d'autre chose, ils se disent, putain, mais ça fait déjà 2 heures que t'es chez nous, à un moment donné, il va falloir partir. Moi, je dirais, le dernier rendez-vous que j'ai fait, il a duré 5 heures. Donc, voilà, 5 heures, énorme. En moyenne, c'est maintenant, je disais 3 heures, mais en fait, ça tourne plus autour des 4 heures maintenant, mes rendez-vous. Ah ouais, c'est. Voilà, c'est. Le truc, c'est que rien que la partie présentation, déjà, au début, il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, voire plus. Donc, rien que le temps de les connaître, eux. Mais c'est ça. Et comment t'as géré ces 2 mariages où tu t'es pas senti à ta place, où tu sentais que t'étais pas leur photographe, comme tu dis? J'aime bien cette expression d'être leur photographe comme ça, vraiment dans le sens où t'es la personne pour eux, en fait, t'es pas juste un photographe, t'es leur photographe. Comment tu t'es senti ce jour-là, et surtout comment t'as géré, comment t'as réussi à rester pro, T'as juste subi, t'as fait résilience ce jour-là? Alors, subi, non, parce que, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris de mes anciens boulots, puis aussi de ma personne. Je subis pas. C'est quelque chose que je suis capable de. Voilà, pour le coup, la pression, je la gère sans aucun problème en mariage, parce que pour moi, je m'amuse en fait.
C'est de dire ça, c'est peut-être bizarre, mais je m'amuse en mariage. Il n'y a aucune pression à avoir sur un mariage. Même sur le mariage où tu te sentais pas, non, même sur le mariage, je me sentais pas à l'aise. C'est-à-dire que j'ai fait mon travail, mais j'ai juste senti que dans les images, et pourtant il y en a quelques-unes que je trouve très très belles aussi, mais j'ai senti que j'étais pas à 100% Sébastien Clavel. C'est-à-dire que ces 2 jours-là, je me suis dit tiens, c'est dommage parce que voilà, ça manquait de contact et de chaleur humaine comme j'ai l'habitude d'en avoir. Donc c'est plus ça qui m'a manqué, qui m'a un peu déstabilisé. Mais sans plus, après j'ai fait mon travail. J'ai pas subi. Ce mot-là, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire. J'étais plus embêté de pas pouvoir faire des images que j'ai l'habitude de faire. J'en ai fait quelques-unes. Mais j'étais pas à 100% là-dedans, c'est tout. Autrement, il n'y a pas de particularité par rapport à ça. Et à l'inverse, comment tu fais dans tous tes autres mariages pour créer ce... Enfin, c'est quoi en fait être Sébastien Clavel sur un mariage? Comment tu es? Enfin, quelle est en gros ta relation avec les autres? En plus pour quelqu'un d'introverti, enfin voilà, comment ça se passe? Comment tu arrives à avoir les photos que tu veux? Enfin, quelle ambiance tu mets? Je suis extrêmement joyeux. C'est très très important. Je le dis tout le temps. Je suis très humain. Donc à partir du moment où je sens qu'il y a une confiance aveugle de la part des personnes qui m'ont fait confiance, là-dessus ça déroule. En fait, je fais partie du mariage. C'est une clé toute bête. Hein. Je fais partie du mariage, c'est-à-dire que ma vraie personne que tu as au jour d'aujourd'hui, c'est la même que tu as sur le mariage. Il y a pas de. Tu arrives avec ton t-shirt de Deadpool sur le mariage. Je pourrais arriver sur un t-shirt de Deadpool à un mariage sans que ça me pose le moindre problème. Alors non, je viens avec une jolie chemise, mais avec Deadpool dessus. Exactement, je pourrais, ça serait assez drôle. Non, parce que ça aussi, en entretien, je suis comme ça. Hein, je suis comme je suis aujourd'hui. Alors là, je suis avec Deadpool. Demain, je serai avec Star Wars. Parce que je ne triche pas. Je pense que ma clé, je ne triche pas. Je ne suis pas une autre personne sur les mariages. Je ne dis pas que c'est ce que font les autres. C'est que à titre personnel, je suis vraiment naturel. Mais ça s'est fait en amont. Oui, mais d'un côté, tu dis que tu es introverti, que voilà, et de l'autre côté, sur un mariage, tu es joyeux, tu es avec les gens et tout, donc il y a forcément... Alors, on a tous des facettes différentes de notre personnalité, on est toujours nous-mêmes, mais on a des facettes. Enfin, moi, je sais que quand je suis dans la vie de tous les jours, je suis assez introverti, j'ai du mal à aller vers les gens. Par contre, sur un mariage, je suis moi-même, et par contre, je vais beaucoup vers les gens. Donc, tu vois, c'est des différentes facettes. Parce que, enfin, t'arrives à... J'ai des questions qui me viennent en même temps. Hein. Je parle un peu dans tous les sens, mais moi, c'est une grosse question. Enfin, c'est des grosses réflexions que j'ai pu avoir. C'est cette différence entre le Sébastien, on a le même prénom, donc à chaque fois c'est un peu difficile, mais entre moi, le Sébastien qui est à la maison et le Sébastien qui est en prestation. Je me dis, mais pourquoi des fois t'arrives pas à être ce Sébastien en prestation à la maison et sois pas quand même ce Sébastien de la maison en prestation, sinon ça va être chiant. Mais tu vois, comment t'arrives, enfin, est-ce que c'est vraiment la même personne ou c'est différentes facettes? Comment tu gères cette double facette? Alors, non, parce que tu vois ce que je veux dire, c'est totalement cohérent. Comme je te l'ai dit, et c'est aussi un des mantras, et puis c'est une de mes particularités, c'est que les manques que j'ai pu avoir, je les retrouve le jour de mes mariages. Donc, à part le grand sourire que tu vois sur ma figure, forcément, je suis content. Moi, je suis heureux. Je pleure pas à quasiment tous mes mariages, mais pas loin. Et c'est vrai. Et c'est parce que c'est comme ça. Et que je ressens, en fait, les émotions. Des fois, je discute avec des collègues qui me disent, moi, je me suis fait chier ce week-end, ou je me suis machin, un truc comme ça. J'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que ça n'arrive pas. Non pas parce que je suis bizarre ou quoi que ce soit, c'est juste parce que ce qui m'a manqué, je le retrouve quasiment tous les week-ends. Et moi, ça, c'est un vrai plaisir. Et donc, forcément, je vais aller les chercher. Et je vais encore plus aller les chercher pour les personnes qui sont importantes, c'est-à-dire mes mariés, leurs invités, parce que égoïstement, je vais me faire plaisir, mais je vais aussi leur faire plaisir parce qu'ils savent très bien que les images qu'ils ont vues sur d'autres mariages, c'est aussi une particularité, c'est-à-dire que souvent, les mariés me disent quand ils voient mes photos sur Insta, ou sur mon site, ils me disent mais là je m'imagine moi-même dans les bras de ma grand-mère, ou je m'imagine avec mon futur mari avoir ces larmes-là et j'aimerais avoir ces mêmes images-là.
Ça, c'est très très important pour moi parce que ça veut dire qu'ils ont vu à travers ces images-là, ils m'ont vu moi. Et donc ça, le jour du mariage pour moi, c'est vraiment Disneyland en fait. Ce jour-là, je suis voilà, joyeux. Je le suis dans la vie de tous les jours. Mais là, le côté introverti, ce jour-là, n'apparaît absolument pas. Il apparaît d'une manière où je suis, par contre, très pro et surtout, je sais à quel moment rester à ma place, où on ne me voit pas. Je suis voilà à pas de loup. Souvent, on me demande mais il est où alors que je suis à peu près à 30 cm des personnes. Donc ça, on sait tous à peu près le faire. Il y en a qui le font très très bien. Moi, je le fais particulièrement bien parce que c'est une de mes particularités d'être très proche des gens pour aller chercher des émotions très fortes parce que je vais vraiment les chercher. De ce côté-là, je vais vraiment, ce côté guerrier, je vais vraiment aller les chercher. Mais ce côté, comme je dis, joyeux et humain, il ressort à 400% ce jour-là parce qu'aussi, comme je le dis, je fais entre 15 et 20 mariages et ces 15 ou 20 mariages-là, je veux qu'ils soient parfaits de ce côté-là. Donc j'y vais avec un grand plaisir. Et je pense que à chaque fois, ce qui ressort de mes mariés, c'est ça, c'est ce côté très humain que les gens ont adoré parce que bah voilà, il fait partie de la famille. Et ça, c'est important. Je fais partie du mariage, je fais partie intégrante du mariage et je me considère en tant que tel pour pouvoir être justement serein dans ma journée. Je reste professionnel et je reste voilà un prestataire sans aucun problème, mais je veux faire partie du mariage intégrante et les gens m'adoptent voilà très rapidement. Tu dis que tu vas chercher comme un espèce de chasseur, quoi, ou un guerrier, tu vas chercher l'émotion au plus près. Comment ça se passe? Comment tu arrives à la détecter et à aller la chercher? Ça, c'est pareil, ça se fait en amont. C'est-à-dire que quand tu vois, toi, tu as un rendez-vous de 4-5 heures, normalement, tu as écouté les gens. Donc ça, c'est aussi une partie... j'ai l'impression de dire des choses banales en fait, parce que c'est banal normalement. Parce qu'on on l'a compris et on l'a entendu plein de fois, mais c'est pas banal pour beaucoup qui écouteront. Ouais, quand je dis c'est banal, c'est que pour moi ça coule de source que tu écoutes en fait les gens qui sont en face de toi. C'est ce qui fait peut-être aussi la différence, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, on peut faire 30, 40 mariages et puis se dire voilà, je vais remplir mon frigo, je vais être professionnel, je vais peut-être pas forcément avoir voilà l'amitié ou quoi que ce soit ou me communiquer avec mes mariés, je vais faire le prestataire et puis voilà. Ça c'est juste improbable. Donc déjà en ayant écouté les gens, moi d'abord quand je suis en entretien, je parle quasiment pas. C'est eux qui parlent. Ils parlent pendant 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je suis juste là avec la bobine de fil, je tire un peu dessus et puis je leur relance des trucs comme tu es en train de faire avec moi depuis tout à l'heure. Et voilà, qui est une technique de communication toute bête et que j'ai fait pendant des années, quand j'étais chez Decathlon. Je reparle de Decathlon, mais parce que j'ai appris beaucoup de choses chez Decathlon aussi là-dessus et qui me servent au jour d'aujourd'hui. Donc, je vais parler avec eux et avec eux, ils vont m'expliquer des choses, voilà, des choses intimes aussi, parce que moi, j'aurais fait le même travail. Je vais leur expliquer qui je suis, le parcours que j'ai eu. Voilà, j'ai aussi plusieurs histoires amoureuses, personnelles, et que il y a des choses qui ont compté, ou à d'autres. Il y a eu des fragilités. J'explique tout ça, et les gens vont se livrer. Et puis, ils vont t'expliquer que voilà, la grande tante. Ça fait 15 ans qu'elle a, parce que ça m'est arrivé aussi sur un mariage. J'adore raconter aussi cette histoire là, mais c'est une petite anecdote. Mais en fait, il y avait plus de parents et c'était la grande tante en fait qui avait éduqué la mariée et c'était une des personnes les plus importantes du mariage pour elle. Forcément, quand tu entends ça, si t'es un peu un peu humain, tu sais qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, il va y avoir une connexion entre ces personnes-là. Donc forcément, tu es attentif à ça. Sur un mariage, il va y avoir des choses qu'on fait tous, avec des moments clés, une remise de bague, un machin, un truc, voilà, qui sont des étapes obligatoires. Mais c'est pas ça que je vais aller chercher. C'est pas pour ça que les gens vont venir chercher. Ils vont venir chercher pour, entre guillemets, cette plus-value-là sur des moments où ce sont des images qui vont les marquer et qui vont être intemporelles pour eux dans 20, 30 ou 40 ans et qui vont les marquer. Beaucoup de mes images peuvent paraître totalement
banal. Mais quand tu racontes l'histoire qu'il y a derrière, tu dis ah oui, je comprends mieux l'attitude sur l'image, ce genre de choses. Et c'est ça que j'adore, et c'est ça que j'adore voilà transmettre au jour d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vais chercher en fait l'émotion. Donc c'est juste en écoutant en fait les gens, en sachant quelles sont les personnes importantes pour eux, quel est leur parcours de vie, je me l'attribue avec toute la sensibilité que je peux avoir parce que je me mets au fait tout bêtement à leur place. Et puis après, je vais à la chasse aux émotions. Ça, c'est une belle expression aussi. Carrément. Et c'est marrant, parce qu'on dirait que tu as lu ma feuille. Le troisième point, c'était c'est quoi pour toi une photo intemporelle? Et tu viens d'en parler, tu viens de lâcher le mot. Et je me suis toujours demandé, parce que c'est aussi quelque chose dont je parle pour qualifier mon travail et tout. Mais j'ai toujours du mal à mettre des mots sur le côté intemporel, d'avoir des vrais mots. Et qu'est-ce que c'est pour toi une photo intemporelle? Donc j'ai une photo d'un couple qui s'embrasse et d'une grand-mère qui a l'air de les regarder, ou de maman, je ne sais pas. Et une photo... tiens, je te laisse l'interprétation et puis moi je t'expliquerai l'histoire derrière. D'accord. Donc il y a un couple qui s'embrasse au premier plan. Et il y a une personne qui est très proche d'eux. Je pense qu'elle doit être proche de la personne à droite de l'image, parce que c'est ce qu'elle a l'air de regarder. Et elle a les larmes aux yeux, donc on sent que c'est soit la maman, soit la grand-mère, je sais pas, ou la tante, enfin quelqu'un de très très proche. Donc là, pour celle-là, on peut peut-être on va rester sur celle-là pour l'instant. Alors c'est un de mes mariages de 2021. De 2020, pardon, 2020. Cette image-là, je la trouve vraiment très puissante parce que pour le coup, donc c'est Joao qui embrasse sa maman. Donc c'est une famille portugaise. Pourquoi je dis portugaise? Parce que les Portugais ou les Espagnols sont très familles, les Italiens aussi, mais les Portugais vraiment, et ils ont une connotation très importante de l'image et de la famille. Et Joao, lorsqu'il m'a pris, il m'a dit Seb, écoute, moi j'ai vu tes photos. C'était un tout petit mariage. Quand je dis petit mariage, c'est pas du tout péjoratif. C'est qu'ils étaient très très peu. C'était un mariage assez simple. Je représentais très clairement une très grosse partie du budget du mariage. Ça c'est aussi c'était vrai. Joao m'a dit très clairement les images que tu fais, elles nous touchent particulièrement. On est très très proches dans notre famille. Et s'il y a deux personnes qui sont très importantes pour moi, hormis ma future femme, c'est ma maman et ma grand-mère. Okay. Et ma grand-mère a double raison parce que et c'est ma grand-mère et c'est ma marraine. Donc il m'explique l'histoire, il m'explique plein de choses sur elle. Et je me suis dit à un moment donné, ça va être facile. Il va être à un moment donné dans la journée avec sa grand-mère, il va lui poser la main sur l'épaule et puis voilà, l'image que je cherche, c'est parfait. Là j'ai eu un peu de chance. Je l'ai provoqué aussi un peu, c'est que il est en train de se préparer, il a fini de se préparer, sa maman est dans les parages, je suis à peu près, de toute façon ça se voit, hein, je dois être aux 35 ou aux 50, donc je suis très 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 proche d'eux, et j'ai un peu de sens et je me dis, je crois que dans le trou de souris que je vois derrière, il me semble bien que je vois la grand-mère qui est en train effectivement de pleurer et de regarder d'eux. Moi, au moment où je prends cette photo, j'en ai pris qu'une. Au moment où je fais cette sensation, on l'a tous eu à un moment donné aussi, c'est quand on fait clac et qu'on se dit on sait ce qu'on a. J'en ai pas pris 50, j'en ai pris qu'une. Je sais que la grand-mère est en train de pleurer derrière. Moi, j'ai les larmes aux yeux au moment où je prends cette photo-là, parce que je sais que cette photo-là, elle va être très très importante pour Joao, pour sa maman et pour sa grand-mère. Ça, c'est une photo intemporelle, parce que cette photo, beaucoup de mes futurs mariés l'ont vue. C'est une photo très forte de l'année dernière. En plus, dans la saison qu'on a connue, dans l'ère qu'on est en train de connaître du Covid, où pour moi toutes les émotions sont décuplées, démultipliées, elles ont encore plus de valeur. Cette image-là, elle parle à beaucoup de monde. Et quand je dis intemporel, c'est ça. Sur cette image-là, tu as de l'amour, tu as de l'affection, tu as de la joie, tu as des larmes. Et tout ça, dans 15 ou 20 ans, ça parlera à n'importe qui. Et si on passe sur la deuxième, comme ça je réagirai sur les deux en même temps après. Donc la deuxième, on est sur une photo, donc pour ceux qui écoutent le podcast, on est sur une photo d'une famille, puisqu'on est sur des préparatifs et on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants. 8 enfants, 3 adultes.
Donc les enfants sont en moitié habillés, d'autres encore en pantalon, en jean, en short, tout ça. Non, il y a même un enfant de plus, je l'avais pas vu, l'enfant sur les sur les jambes de son papa. Je l'avais pas vu. Et donc voilà, c'est une photo d'une tous les gens qui s'activent. Le papa est sur enfin je sais pas si c'est le papa, mais en tout cas il y a un homme sur un fauteuil avec un enfant sur les genoux. Il y a peut-être la maman qui habille un enfant, une autre demoiselle derrière qui coiffe une petite fille, et c'est vraiment un imbroglio, on va dire, de plein de gens comme ça dans une chambre, dans une grande pièce. Je te laisse nous raconter l'histoire. Ouais, écoute, c'est déjà pas mal. C'est une des histoires que j'adore raconter aussi à mes futurs mariés, puis à raconter tout court, parce que j'adore cette histoire. Donc ça là, c'est pareil, c'est-à-dire que en discutant avec les mariés, elle m'avait expliqué, donc la mariée, que les personnes qui étaient aussi très importantes pour elle, c'était ses neveux, ses nièces, avec ses frères et sœurs. Et donc ça, elle m'avait dit que c'était vraiment très 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 important pour elle. Et puis on est en train de se préparer avec elle et tout. Et puis elle me dit en fait, j'ai oublié de te dire, ils sont en train de se préparer en bas. Je fais putain. Je suis pris de panique d'un coup, parce que je dis mais attends, tu m'as dit que c'est super important pour toi et tu es en train de me dire qu'ils sont en train de se préparer, et moi je les ai pas vus se préparer en bas. Je descends les escaliers 4 par 4, donc forcément je fais du bruit, ils me voient arriver. Il y a toute la smala qui est en bas, et je me dis non, je suis pas là, alors que j'ai des gouttes de sueur. Il fait 35 degrés, hein. C'est en plein été, j'ai des gouttes de sueur. J'y allais, fais descendre ton cardio tranquillement. Et puis en fait, tout bêtement, je me suis positionné à un endroit où je me suis dit, c'est que j'ai bien pouvoir me positionner pour pouvoir en fait avoir tout le monde, parce que j'avais envie d'avoir une image. En même temps, ce que j'avais en face de moi, c'était un magnifique tableau, c'était très complexe et j'ai beaucoup de choses. Et quand on regarde l'image, quasiment tout le monde est à sa place. Donc j'ai tourné un petit peu pendant 5-10 minutes. Et puis à un moment donné, j'ai déclenché et clac. Et quand on prend cette photo de droite à gauche, on peut se la raconter, parce que justement, dans cette pièce-là, il y a que et moi. Et si tu regardes bien, déjà, le petit personnage qui est sur la droite, je sais toujours pas au jour d'aujourd'hui ce qu'il est en train de se raconter, parce que je sais qu'il me regarde pas. Je sais pas ce qu'il se raconte. Il doit peut-être en train de se demander ce qui va se passer dans 1 heure ou 2 heures, et comment il va devoir s'habiller. T'as la maman, effectivement, qui est en train d'habiller un des plus grands. Les deux autres qui sont derrière sont en train de s'habiller, ils sont en train de communiquer. Mon personnage préféré, c'est celui du milieu, parce qu'en plus il équilibre la photo. C'est petit Walking Dead qui est au bout de sa vie, parce que il va chercher, lui ça se voit, il est dépité, il faut qu'il aille chercher sa chemise. Et puis il fait la transition entre les deux groupes en plus. Exactement, il fait la transition. Le papa qui est en train de mettre la couche au plus petit, au fond une petite blonde aux yeux bleus magnifique qui fait juste la gueule parce que sa maman veut lui mettre une couronne de fleurs sur la tête. La grande qui est en train de s'ajuster sa robe, et le petit qui est en train de mettre ses chaussures. Pourquoi j'adore cette photo et pourquoi je dis qu'elle est intemporelle, c'est qu'elle parle elle parle à plein de monde. Elle parle à la mariée qui est à l'étage et que j'ai abandonné lâchement pendant qu'elle est en train de se préparer, passer sa robe, parce que justement je suis allé courir pour aller chercher une image qui était importante pour elle. Et elle parle justement à toutes les personnes qui sont sur cette image-là et qui vont la revoir dans 10 ou 15 ans ou 20 ans et qui vont se dire, ah oui, oui, effectivement, à ce moment-là, j'étais en train de faire ci ou j'étais en train de faire ça. Avec tout ce qu'il y a derrière, en fait, pas forcément d'émotion, mais d'un moment qui est important, parce qu'on voit que c'est des préparatifs. Et j'aime cette photo parce que, vu comment elle est travaillée, on pourrait presque croire que c'est une photo des années 30-40, alors que c'est une photo qui date de 3 ou 4 ans. Parce que j'ai aussi une manière de travailler les images en noir et blanc, avec un peu de lumière derrière. On le fait tous un peu. Il y a certaines images, on sait très bien que quand on va les passer en noir et blanc avec le contraste de la lumière, on va se retrouver avec des magnifiques portraits, des magnifiques tableaux. Pour moi, ça, c'est un joli tableau de préparatif, mais c'est surtout un joli tableau de famille. C'est ça qui est important. D'ailleurs, est-ce que, parce que là, tu parlais de passer la photo en noir et blanc, est-ce que pour toi, le noir et blanc rend la photo, pas obligatoirement, mais majoritairement rend la photo intemporelle, rend plus facilement la photo intemporelle? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que les photos en noir et blanc au niveau émotion, c'est vrai que c'est entre guillemets plus facile.
On peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'on peut se dire, bon voilà, on passe en noir et blanc, il y a une larme, allez, youpi. Mais je suis quasiment sûr de faire la même chose avec une photo en couleur. Quand je passe une photo en noir et blanc, c'est juste parce que ça se fait d'une manière, pour le coup, vraiment instinctive, et je me dis, enfin, je n'essaie même pas en fait de la passer en couleur. Je la passe tout de suite en noir et blanc parce que je sais que ça va être la meilleure chose pour elle. Si tu regardes après, bien évidemment, avec du recul, bah tu te dis, bah tiens, oui, effectivement, oui, les photos en émotion en noir et blanc, elles passent mieux. Sur mes mariages, je dois livrer à peu près 20-25%, mais maxi de photos en noir et blanc, max. Okay. Les 3/4 de mes photos sont en couleur. Alors c'est vrai que j'ai des photos d'émotions qui sont plutôt connues, mais qui sont en noir et blanc. Mais les photos en couleur font passer aussi de l'émotion. C'est pas une question. Enfin, pour moi, c'est pas qu'elle est bizarre, c'est que je me la suis jamais posée parce que je te dis, je fais instinctivement le passage en noir et blanc sur des images qui j'estime le méritent en fait, tout bêtement. Après, si il y a de l'émotion dessus, il y a de l'émotion dessus. Non, moi, c'est une grosse question que je me pose et j'ai pas encore trouvé ma cohérence sur le côté couleur noir et blanc. Ça me gêne, tu vois, qu'il y ait du passage couleur à noir et blanc, puis noir et blanc et couleur sur un reportage en entier. Et même si j'adore le noir et blanc, j'adore faire du noir et blanc bien contrasté et tout ça, mais j'ai toujours quand même ce truc où je me demande, ah ouais, mais ça fait bizarre, t'as jamais vu un film passer de la couleur au noir et blanc, puis noir et blanc à la couleur. Enfin, moi qui me rapproche beaucoup du cinéma, tu vois, j'ai cette question-là, et ça fait partie des questions, je suis pas sûr de pouvoir y répondre dans ma vie, mais elle tourne en boucle dans la tête. Petite routine. Je vais pas t'aider beaucoup parce que ce que je te disais aussi, c'est que voilà, c'est vrai que on pourrait prendre en majeure partie, par exemple, photo, là pour le coup, formatage, parce que j'aime pas bien ça non plus, le formatage. Sur les concours, c'est quasi obligatoire que les photos d'émotion soient en noir et blanc. Je vais pas dire que c'est une stupidité, mais c'est une image, c'est une image. Après, oui, forcément, passage noir et blanc ou couleur, des fois on peut se poser la question facilement, se dire bah tiens, là j'ai raté ma photo, au niveau des couleurs, je la passe en noir et blanc, ça passe crème, qui ne l'a pas fait, voilà. Donc on se dit bon, ça c'est facile. Mais après, dans la cohérence, comme tu dis, d'un storytelling, moi, ça me dérange pas, d'avoir des images qui sont en couleur. Et puis, d'un seul coup, voilà, tu vois un passage avec 3, 4, 5 photos d'un seul coup qui sont en noir et blanc. Parce que à la base, je me dis que je vais plutôt d'abord raconter une histoire. Après, qu'elles soient en couleur, en noir et blanc, voilà. Par exemple, moi, j'arrive pas à comprendre la cohérence, parce que je sais qu'il y en a qui le font. Pour le coup, j'arrive pas à comprendre la cohérence de faire toutes les images en couleur et de repasser toutes ces images en noir et blanc. Ça. J'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Dans mes formations, ça fait partie des. Tu ne le fais pas, tu vois, c'est le mal. On connaît un petit peu pour le c'est le mal, mais le fait de rendre une photo en couleur en noir et blanc, c'est le mal. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà, un petit peu. Donc voilà un petit peu comment moi je vois en fait l'intemporalité et surtout comment j'exprime l'émotion des gens à travers mes images. D'accord. Je vais faire une énorme non-transition, puisqu'on va revenir sur le côté marketing. Ouais. C'est comme le temps avance, et je sais que tu es un petit peu just après. Il y a le pourquoi, en fait, aussi, j'ai voulu t'avoir sur ce podcast, outre le fait que j'ai entendu parler de toi par Cécile Crèche, par Franck Boutonnet et d'autres. C'est que quand on cherche photographe mariage Lyon, on te trouve dans la première position. Et je voulais savoir... parce que c'est quelque chose aussi qui intéresse beaucoup les gens, comment essayer à se placer bien et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça ? Après, j'ai quelques petites questions sur ton site, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup travaillé ? Enfin, je me doute que oui, pour arriver là, on n'y arrive pas trop par hasard. Mais quelles a été ta réflexion et comment tu t'es retrouvé là, en combien de temps, tout ça ? Très bonne question. Je vais y répondre sans aucun souci, en toute transparence. Alors déjà, à la base... je suis passé par un fournisseur d'accès, je cherche le mot. Personne qui l'a fait ton SEO. Un hébergeur, donc l'hébergeur de mon site qui s'appelle Icon6. Ouais. Voilà. D'accord, c'est Icon6. Tu es chez Icon6. Je suis chez Icon6, qui ont un algorithme qui apparemment
est plutôt sympa pour Google. Ils l'ont bien travaillé. Et Iconsi, je suis avec eux depuis le début. D'accord. Donc j'ai essuyé pas mal de avec Jérémy, c'est ça? Avec Jérémy, effectivement. J'étais un des premiers à croire déjà au principe et au système. Donc ça, je pense que déjà, ça fait partie d'une première partie de la question. La deuxième, c'est que j'ai fait une formation avec une entreprise qui s'appelle Optimize Me, qui existe encore, je crois, et je crois que j'étais le premier photographe à le faire. Parce que sur ce genre de formation, c'était une formation qui était dédiée en fait aux webmasters, aux gens qui voulaient après justement vendre ça en B2B. Et moi, quand je suis arrivé là-dedans et que j'ai dit ce que je faisais comme métier, les gens me regardaient avec des gros yeux ronds. Tu veux quoi, toi? Je dis je veux comprendre ce que c'est que le SEO et tout bêtement le pourquoi du comment et et positionner certaines pages assez hautes parce que je me suis dit, et ça c'était une stratégie du début, quasiment du début, c'est-à-dire en 2015-2016, je me dis pour moi c'était la clé d'entrée, le site internet, c'était le Graal en me disant si t'es dans les premiers, forcément on va venir te chercher. Ce qui est vrai, puisque ton site, on vient te voir régulièrement, et je me suis positionné assez rapidement, presque, sur les premières pages, parce que j'ai mis en place tout bêtement des recettes, mais que tout le monde connaît au jour d'aujourd'hui. Donc avec les H1, les H2, surtout bien faire ces pages SEO entre guillemets de base, mais bien le faire. Et pas le faire juste un petit peu, donc c'est bien le faire. Et si tu regardes bien, j'ai pas non plus 50 pages qui sont bien référencées. Il y en a une qui est bien référencée, qui s'appelle Sébastien Clavel, qui est la première page, photographe mariage Lyon. Il y en a une ou deux autres qui sont bien référencées aussi. Et comme je me suis positionné très rapidement dessus, quand tu es le premier rentrant sur un marché, forcément après les links arrivent, donc après en faisant un petit peu de concours, j'ai eu aussi quelques links qui sont arrivés et bon an mal an, ta position reste stable et j'y touche très très peu. Tu mets peu à jour ton site? Je mets peu à jour mon site. Alors après, hormis le blog, où forcément je vais mettre des nouveaux reportages. Je remets à jour, je remets à jour en fait les images de la première page, parce que le travail change aussi. Mais au-delà de ça, le texte change très très peu. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai entendu souvent cette question et ça me fait rire parce que j'ai quasiment rien fait. À part faire une formation sur 3 jours. T'as quand même été te former pour ça. T'as rien fait, quoi. Je me suis formé, mais ça, tout à l'heure, je l'ai dit aussi, la cohérence, c'est-à-dire que ce qui est aussi important de comprendre, pour les nouveaux entrants aussi en photographie, même si au jour d'aujourd'hui, 2021, voire 2022, c'est quand même un peu plus complexe, mais la formation fait partie d'une pierre angulaire du photographe, et ça c'est très très important. Moi j'avais accès aussi là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai accès forcément sur la formation en SEO, donc avec quelqu'un comme Andrieux qui est qui fait son livre sur Google chaque année. Il était présent. Quand t'as un gars comme ça qui te donne des conseils, la première chose que tu fais, tu les mets en place. Oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est souvent on suit des formations, mais on les met pas en place, les conseils après. Et exactement. C'est comme pour toute formation. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais de la formation. Quand tu fais une formation, tu te demandes pourquoi tu fais cette formation en un mot et pourquoi en 2 mots. Donc si tu vas à cette formation sans aucun but précis, oui, tu vas faire une formation. Oui, tu vas peut-être te dire c'était intéressant ce qu'il m'a dit, ou non, c'était peut-être pas intéressant. Mais si tu es allé dans un but très précis et aller chercher vraiment peut-être juste une partie de l'information de ce que tu souhaitais, tu as déjà gagné en fait un temps considérable. Et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs formations, dont celle-ci qui était importante. Après, les mariés, j'ai envie de dire, ils viennent te voir sur ton site internet. Mais après, ça dépend aussi de la stratégie que tu as pour faire signer tes mariés. Si ta seule unique clé d'entrée c'est ton site internet, il faut que ton site internet il soit nickel, parfait. Ce qui est loin le cas de mon site internet, très clairement. Si c'est pas le plus beau site du monde, il est formaté pour parler à mes mariés, pour parler à Google.
très clairement sur quelques pages très importantes. Le reste, c'est pas un site voilà qui est le plus beau. Par contre, on voit l'essentiel pour lequel on est venu voilà me chercher. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que tu me dis que tu bosses pas beaucoup sur ton site. T'as beaucoup bossé au début, puis t'as beaucoup moins bossé, ça te prend beaucoup moins de temps. Et ce qu'on voit fleurir, tu vois, un peu partout, des trucs, ouais, il faut faire cette technique, il faut toujours être dessus, toujours. Et on voit qu'en fait, en faisant bien les choses un premier temps, et puis après, en y touchant quand même de temps en temps, parce qu'il faut pas non plus, Google aime bien que ça met que ça bouge un peu, mais ne serait-ce que d'avoir un blog, déjà ça fait bouger un petit peu le site. On peut rester en première page. Je t'ai taquiné pendant quelques mois, 1 ou 2 ans, mais comme j'ai pas du tout touché à mon site et que j'avais jamais fait mon site, je connais des bases de SEO, donc j'avais fait un petit peu de SEO, c'est pour ça qu'il est monté aussi, mais moi j'ai une stratégie autre, les gens arrivent par un autre endroit sur mon site. Du coup, comme j'y ai pas touché, mon site il a commencé à redescendre. J'étais arrivé avec toi, j'étais arrivé par là, dans les 2, 3, 4 premiers, et la dernière fois j'ai été voir, j'étais ah oui, d'accord, ok, il est redescendu. Mais après, ça dépend sur quel mot-clé tu te bases, et tout ça aussi, quoi. Il y a toutes ces stratégies-là, mais on pourrait en parler pendant des heures. Mais ça, tu vois, c'est pareil. Comme je dis, quand je dis je suis, ça, c'est Franck m'entend me dire ça et il va me casser la tête. Il sait que je suis un feignant, et que j'ai besoin qu'on me mette des coups de pompe au cul. Mais ça a toujours été, hein. Même quand je bossais, chez Decat, j'ai eu 3 directeurs. Il y en a 2 qui se sont cassés les dents sur moi. Pourtant, c'était mes directeurs, c'était mes patrons, et je faisais ce que j'avais envie de faire sur certaines choses. Et il y en a un qui a compris comment je fonctionnais à peu près, qui avait les clés d'entrée de Sébastien, et lui, il a réussi à me faire bosser à 100%. Mon site, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que une fois que j'ai eu ce que je voulais, je suis content. Je suis comme un enfant, en fait, hein. C'est une fois que j'ai eu ce que je voulais, je dis, je m'en contente, en fait. J'essaie pas d'aller plus haut, ou plus loin. Ce qui a le don d'énerver. Plus haut que le 1, ça va plus haut que la position 1, ça va être compliqué. Oui, mais tu peux être mieux référencé sur d'autres thèmes. Tu peux être, avoir, bon, j'ai envie de dire, tant que ça te ramène des clients et que tu arrives à remplir tes saisons, sans non plus être just, c'est bon. Enfin, au final, faut continuer à entretenir, parce que sinon, il y a un moment, ça plonge. Oui. Mais ça fait pas tout, hein. Après, je pars du principe que ce qui fait surtout le plus gros du boulot, c'est nos propres mariés, qui sont nos meilleures ambassadrices et nos meilleurs ambassadeurs. Ça, je le dis souvent aussi. C'est eux qui nous ont vu travailler. C'est eux qui peuvent dire non, mais il te le faut pour ton mariage, parce qu'il est capable de faire ci, il est capable de faire ça, il se présente comme ça, il va faire ça toute la journée, voilà. Donc c'est eux qui vont parler le mieux de toi. Donc il y a cette partie-là, il y a la partie entrée avec le site internet, il y a aussi les domaines et les châteaux, où là il faut aussi être un peu présent. Et c'est là où mon côté introverti est compliqué, c'est que je le dis en toute transparence, j'ai pas forcément un réseau, parce que quand je suis sur une journée et que j'ai un vidéaste avec moi, que j'ai une maquilleuse, coiffeuse que je connais, hein, on se voit une fois de temps en temps, mais je cherche pas non plus à relier tout ça et à l'entretenir, ce qui est aussi peut-être une erreur, mais j'ai aussi ma part non, c'est pas une question de tout faire, c'est aussi ma part de comportement que j'ai et mon caractère que je ne change pas, en fait, tout bêtement. Carrément. Et sur ton site, j'ai vu une chose. Alors, du coup, tu as déjà un tout petit peu répondu, dans le sens où tu me disais que ton site n'est pas parfait et que tu as des choses à faire dessus et que tu n'y as pas retouché. Sur ta première page, tu parles de toi à la 3e personne, et sur d'autres pages, tu parles de toi à la 1re personne. Enfin, c'était une volonté, c'est un truc ou... Alors, je suis même pas sûr de l'avoir fait exprès. Très clairement. Il y a peut-être une partie, juste, tu vois, SEO, où je me suis dit, c'est peut-être bien. Il y a peut-être du truc comme ça où j'avais dû dire qu'il fallait mieux se parler à la 3e personne, même si c'est bizarre. Et puis, après, il y a peut-être une partie où je parle de moi la première. C'est peut-être déjà sur ma page à moi de présentation. Oui, il y a celle-là et d'autres aussi. Ça m'étonnerait pas. Et puis sur d'autres où je présente peut-être mon travail. Donc tu vois, là, ce que je disais tout à l'heure, la différence entre la première page et puis certaines autres où je suis peut-être un peu plus pas humain. Enfin si, un peu plus humain par rapport à Google, voilà. Donc,
Mais il y a pas de Non, ça m'a fait bizarre parce que même sur ton portfolio, tu vois, tu es à la première personne. Mais enfin, voilà, moi, je travaille beaucoup sur la cohérence dans le site, tu vois, de tout, que tout marche bien, mais de moins sur le SEO. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je fais, ça, c'est marrant de parler à la première personne sur une page et de parler à la troisième sur une autre. Hein, ça m'a. Du coup, je voulais te poser les questions. Et il y a une autre question que je voulais te poser par rapport à ton site, mais qui n'est pas forcément sur le site en tant que tel, c'est que tu marques beaucoup photographe de mariage, bon, ce qui est logique, hein, mais tu marques aussi beaucoup wedding photographeur. Ça t'apporte quelque chose, ce nom-là, wedding photographeur? Enfin, tu as des clients étrangers, Oui, oui, alors oui et non, parce que j'ai une particularité, c'est que je suis très mauvais en anglais. Okay. C'est pour ça que je cours après mes filles pour qu'elles soient très très bonnes en anglais, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, c'est un manque et c'est extrêmement important. Alors, c'est extrêmement important. C'est toujours pareil, c'est extrêmement important dans ce que tu veux faire. Moi, avoir 1 ou 2 mariages par an avec des gens qui sont étrangers, je trouve ça cool parce que forcément, c'est des mariages qui sont différents, c'est des cultures qui sont différentes. Et ce qui est bien, c'est être quand même capable de pouvoir baragouiner quelques mots en anglais. Alors, j'y arrive, mais j'ai pas un anglais fluent, hein, ça c'est sûr. Et c'est aussi voilà pour attirer une partie de ces clientèles-là qu'il y avait ces quelques références SEO. Mais par exemple, je n'ai pas de site en anglais. Oui, c'est ce qu'il me disait. Il y avait le wedding photographeur, mais pas le site en anglais. Il n'y a pas le site en anglais. C'est peut-être une de mes prochaines étapes. Après, je suis pas persuadé de courir après ça. Okay. Pour donner une petite idée, tu vois, sur 15-20 mariages, j'ai quand même une partie qui est locale et qui me va très bien. Parce que courir toute la France, c'est très bien, mais au bout d'un moment, c'est usant. Clairement, t'es pas là du vendredi jusqu'au dimanche soir. Alors que quand tu es en local, même si tu fais la soirée, le soir tu dors dans ton lit. C'est ça. Quand t'es pas trop loin. Et ça change énormément de choses. Donc en faire de temps en temps, très bien. En faire tout le temps, ça m'intéresserait pas. Et par exemple, toi, wedding photographer, je suis pas destination wedding photographer all around the world. Ça non. Alors si un jour on me dit tu vas faire un mariage à La Réunion, super, mais je vais en faire un. Ouais. Aller me promener tous les week-ends en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Bulgarie, il en a hors de question. En fait. Et c'est pas une vie. Enfin, c'est pas une vie pour moi. Il y en a qui adorent ça et je les comprends. Mais tu fais ça qu'un temps. Ouais, et encore en discutant avec certaines personnes qui font ça, en gros, tu visites rien, t'es crevé, il faut bien que tu postes tes photos. Enfin, c'est pas comme si, tu vois, là, j'ai signé un mariage qui se passe en Martinique l'année prochaine. J'ai dit, je prends pas de mariage le week-end suivant. Comme ça, j'y reste. Et c'est pas genre, je fais l'aller-retour et puis voilà, quoi. C'est comme ça que justement, il faut si je devais le faire, c'est ce que je fais. C'est un très bon raisonnement. C'est-à-dire que tu en profites aussi à titre personnel et puis tu restes un petit moment. Si en plus tu peux emmener femme et enfant, voilà, why not? Donc oui, c'est ce que je ferais. Alors, j'active un petit peu parce que comme tu as un timing derrière, je vais poser les autres questions. Parce qu'il y a plein de questions que je voulais te poser. J'ai vu que tu avais une mascotte. J'ai une mascotte, j'ai une marmotte. C'est une mascotte, sa marmotte, ou c'est quoi l'histoire? Parce que c'est mon assistant qui m'a dit, tiens, regarde, il y a ça. Et c'est quoi l'histoire derrière? Alors, la marmotte. Comment expliquer ça? En fait, la marmotte, pour moi, c'est... Alors, j'ai un niveau d'humour avec moi-même qui est très très haut. Okay. Je suis capable de me foutre de moi-même sans aucun problème. Ça fait partie aussi. Alors, j'ai pas envie de dire. Enfin, je vais dire le mot stratégie, mais c'en est pas un parce que c'est pas du tout ça. C'est comme je disais tout à l'heure, je suis moi-même. Je ne sais pas d'avoir. C'est vraiment ma personnalité. Ce que je mets sur Facebook, mes mariés le voient. Et je sais pas de me dire attends, fais attention parce que non, je suis sans filtre. Et donc j'aime beaucoup me mettre en vidéo en étant grimé en nana avec ça fait 2-3 mois que je suis avec Reface
Je pense que cette application a été faite pour moi. Et clairement, mes amis me le disent souvent, mais c'est pas possible, tu peux te mettre en n'importe quoi, ça passe, c'est génial. J'arrive à me foutre de ma gueule d'une manière vraiment assez importante. Et pour certaines choses que je trouve incohérentes dans ce monde, de la wedding sphere, je n'hésite pas à me foutre de la gueule, mais essayer de montrer l'incohérence de la chose. Donc sur certaines images que je trouve très bizarres, en général j'y fous une marmotte, parce qu'elle aurait pu très bien être là, comme je peux y foutre une montgolfière, parce que ça rajoute quelque chose de super beau, de super naturel à cette image-là. Donc cette marmotte-là, en fait, c'est une manière à moi de pas de me foutre de la gueule, mais de montrer une certaine incohérence sur certaines choses, et d'être assez ironique en fait. Oui. Donc l'histoire de cette marmotte, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Donc j'en fous un peu à gauche à droite sur des images un peu détournées. Alors je le fais Mais moins. c'est sur des images ou des images des autres? Alors ça peut m'arriver sur les images d'autres. Alors après, je sais à qui je fais ça. Ok. Oui, clairement. Parce que dit comme ça, tu vois, ça fait un petit peu je me fous de la gueule des autres. Et Non. Donc déjà, enfin, je sais à qui je le fais. Ça a pu poser problème. Et comme je dis, c'est jamais fait d'une manière extrêmement méchante, mais c'est là où c'est que je me suis rendu compte qu'il faut faire aussi attention. Moi, tu peux faire ça sur mes images, ça me posera pas le moindre problème parce que j'ai un certain niveau d'humour qu'on n'a pas tous. Ça, c'est vrai aussi. Et puis tout dépend comment c'est fait. Enfin, moi j'ai un gros niveau d'humour, mais si tu sais que c'est méchant, que c'est fait juste pour te faire chier, c'est différent qu'un pote qui te le fait en disant t'as vu, il y a ça. Oui, bien sûr, mais là on rentre dans un autre domaine où sur justement la planète wedding, où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de ça, beaucoup de choses aussi, où il y en a beaucoup qui ont une forte image de eux-mêmes, et tant mieux, hein, parce que ça leur apporte aussi du business et certaines choses derrière. Et après, il y a toujours le côté aussi, il y a le côté égo, oui, ça c'est sûr, mais il y a le côté aussi, ça reste quand même les photos de nos clients, et ça peut aussi peut-être dévaluer leurs photos. S'ils le voient, ça peut peut-être dévaluer à leur image, enfin à leur vision, les photos qu'ils ont eues du photographe aussi. Et il y a peut-être ça aussi qui est peut-être un peu. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais la rare fois où je m'amuse à le faire sur des images d'autres personnes, je sais à qui je fais ça, et ça pose pas de problème. Donc ouais, dans le petit document, le questionnaire que je t'ai envoyé, tu me disais que tu offrais systématiquement ce que tu appelles un crédit de family à tes couples pour essayer de les suivre après. Comment est-ce que tu peux expliquer un petit peu le concept, hein? Alors c'est tout bête, hein, c'est juste une ligne que j'ai rajoutée dans mes collections. Comme je le dis aussi, c'est que je me considère comme un photographe de famille, pas que photographe de mariage, tout simplement parce que j'ai envie, et c'est en cohérence avec ce que j'explique, c'est-à-dire que si tu es là pour donner un patrimoine photographique à tes mariés, ce patrimoine photographique ne peut pas s'arrêter simplement au mariage. Donc il doit aller plus loin, et on doit être alors après on doit être, j'ai envie d'être cette personne. Si je dis on, non, chacun a sa manière de voir les choses et sa stratégie. Donc moi j'ai envie effectivement de poursuivre l'aventure avec eux, et tout simplement j'ai une ligne supplémentaire dans mes collections que j'ai appelée Crédit en Family, où en fait j'offre une sorte de bon d'achat, si tu veux, à valoir sur une future séance de famille, que j'appelle de famille, mais qui est famille au sens large. Donc ça peut être effectivement pour une séance grossesse, comme ça peut être une séance entre la mariée et puis ses grands-parents parce qu'elle a pas de photo avec elle, ou avec eux, pardon, avec leurs parents, avec les frères et sœurs. Donc c'est plus ça englobe, la famille englobe vraiment une partie large. C'est pas fait par exemple pour une séance couple qui aura moins qui aura moins de sens pour moi dans la stratégie que je vais mettre en place là-dessus. Comme un bon docteur de famille qui suit une famille pendant 15, 20 ou 30 ans, j'ai aussi envie d'être ce photographe de famille, ce docteur qui va suivre l'évolution des mariés. Et ça marche? Ouais.
Ouais, de toute façon, c'est compris. Mais c'est compris de toute façon. Donc, alors, je l'ai mis en place il y a moins de 2 ans. Donc, c'est valable dans les 2 ans après le mariage. Donc, forcément, là, on est en train de mettre en place les futures séances. Nickel. Et ça va avec la cohérence. Stratégie marketing. Oui, et ça va avec la cohérence de mes collections, parce que dans mes collections aussi, il y a un album qui est déjà prévu, parce que j'ai envie de, pour moi, transmettre un patrimoine photographique. Il y a un patrimoine photographique qui se transmet pas. Et là, je parle bien à titre personnel. Il ne se transmet pas pour moi à travers une clé USB pour regarder des images comme ça. C'est à travers des images qu'on va voir sur un livre. Ouais, entièrement d'accord. Je voudrais revenir à ton tu as dit sur les réseaux sociaux, alors je sais pas si c'est en rapport avec ton poignet ou autre, mais après voilà, tu dis pas les choses que t'as pas envie de dire, hein, mais tu mettais sur les réseaux et tu l'as dit tout à l'heure, qu'en 2019, 2018-2019, tu as eu des problèmes de santé, et j'ai vu donc le post que tu as fait à remercier d'autres photographes qui ont pris mes mariages, qui ont pris tes mariages au moment où tu pouvais pas les faire. Moi, j'ai jamais eu ce cas-là. J'ai jamais eu sur les 150 mariages que j'ai pu faire, j'ai toujours pu y assister, donc j'ai jamais eu en urgence ou pas à devoir, changer, trouver un autre photographe et tout. Comment tu vis? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période-là, alors en restant évasif sur les détails, mais surtout sur le côté, comment tu as fait pour changer pour mettre un autre photographe, et surtout aussi comment les mariés l'ont accepté, est-ce que ça a pu créer des problèmes ou pas? Je suis assez friand de ces infos-là. Ça a été très particulier, c'était très très dur pour moi, et c'était très très dur pour les mariés. Parce que si tu commences à comprendre un peu comment je fonctionne, comme je te l'ai dit, je suis forcément attaché à eux, mais vraiment d'une manière, alors peut-être, j'en sais rien, peut-être que je vais me faire soigner pour ça, mais c'est important, c'est vraiment très très important, parce que j'estime je pense pas être le seul dans ce cas-là, c'est que on fait des métiers qui sont extrêmement subjectifs, et on fait des métiers qui sont relationnels. Donc on s'attache à quelqu'un, et on s'attache à ses images, et on va s'attacher aussi à la personne. Donc les personnes sont attachées à toi, sont attachées à ton travail, et moi j'en fais une affaire personnelle, de faire en sorte que lorsqu'ils me prennent, surtout que je suis pas à 1000, je suis pas à 1500, je suis plutôt entre 2005 et 4000 euros. Donc déjà c'est un budget qui est plus conséquent pour certaines choses. Tu te dois d'être parfait aussi sur ta manière d'être et sur ta prestation. En 2018, il faut savoir que j'ai même plusieurs soucis. On pourra peut-être rebondir aussi justement sur une partie formation que j'ai envie de montrer aussi, parce que j'aurais dû peut-être le faire en 2017-2018, mais je pense que je suis plus apte à le faire encore aujourd'hui sur toute une partie résilience. Parce que si je te fais un parcours de mes trois dernières années au niveau santé, on est pas mal. Parce qu'en 2018, j'ai fait une phlébite avec une double embolie pulmonaire. Okay. Donc le 6 avril 2018, donc c'était il y a 3 ans. Hier, j'ai fêté les 3 ans de cette magnifique embolie. J'ai fait toute la saison derrière, donc avec 60% de capacité pulmonaire en moins, mais j'avais pas le droit. De flancher. Donc ça, c'était très très dur toute l'année. Là, tu t'es pas fait remplacer en 2018. Non, et c'était très compliqué pour les soirées, parce que j'arrivais à bout de souffle en fait. Ça s'est ressenti un peu aussi, mine de rien, dans mes images. Et en juin 2019, en fait, donc le 16 juin, ça aussi pareil, je me rappelle très bien parce que c'était la fête des pères. Je me suis fracturé en fait le deuxième poignet, le poignet gauche. Ah ouais. Il est fracturé aussi, celui-ci. Donc avec une perte de mobilité, j'ai fracturé le radius et tout, et je me suis retrouvé à devoir gérer 8 mariages. 8 mariages en l'espace de quelques semaines, donc je me suis fait ça le dimanche après-midi. La semaine d'après, vendredi, samedi, et la semaine d'après, vendredi, samedi, j'ai 4 mariages. 4 mariages différents. Donc en l'espace d'une semaine, j'ai 4 mariages à gérer. Donc il a fallu appeler les mariés, et surtout la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon réseau pour le coup, que j'embrasse et à qui je fais un gros bisou, mon gang des Lyonnais,
Donc avec des Cécile, des Franck, des David. Enfin, si je commence à les citer, je vais trouver tous les citer. Donc avec David Pommier, Casti, avec Coco, Kathleen, Sylvain. J'espère n'oublier personne, autrement je vais me faire défoncer. Je l'ai déjà dit. Et tu reçois des appels de menaces. Ouais, des menaces. Il y avait Dead aussi, puis William Lamble aussi. Donc voilà, avec un certain réseau de personnes qui ont un certain aussi niveau, mine de rien. Il se trouve que ce sont aussi des amis. Donc ça, c'est très très important. Et surtout, je me suis retrouvé avec beaucoup de personnes très rapidement qui m'ont demandé si effectivement j'avais besoin d'aide. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi déjà de l'importance d'avoir un réseau, mais surtout je me suis rendu compte que j'en avais un en fait. J'étais pas forcément conscient de ça. Et après comment ça s'est géré tout bêtement en appelant les mariés un par un, en essayant de leur mettre entre les mains toutes les personnes qui étaient disponibles sur ces dates-là, en essayant de faire en sorte que ça matche pour chacune de ces personnes-là. En sachant qu'en plus je faisais le SAV derrière, c'est-à-dire que j'ai traité des mariages, notamment au niveau des albums derrière, avec des images qui n'étaient pas les miennes. Donc forcément c'est bizarre parce que on regarde un mariage qui aurait dû être le nôtre avec un œil totalement différent, mais surtout lorsque j'ai remercié, je crois que j'ai fait ça en fin d'année justement avec sur Instagram avec les 9 cases. Moi, j'ai remercié effectivement les 9 photographes qui m'ont remplacé, et pas les moindres, puisqu'il y a quand même Franck Boutonnet avec Rossio, donc qui s'accompagne, qui m'ont remplacé sur un mariage. Donc, c'est pas un photographe, ils en avaient deux. Et puis Franck Boutonnet, Rossio, donc voilà. C'est pas rien. Victor Lax qui est allé sur un autre mariage, David qui est allé sur un autre, Cassie qui est allé sur un autre, Benjamin Brett qui est aussi un ami, donc qui était sur un autre mariage, Ronan qui était sur aussi un autre mariage. Et je crois que j'oublie ici, et Sylvain, donc Sylvos qui était sur aussi un de mes mariages. Donc voilà, donc ça s'est fait d'une manière totalement naturelle. Donc après avec des fréments, après il y a eu des choses derrière, mais ça c'était entre nous. Mais surtout ce qui a été primordial, c'est de ne pas laisser tomber les mariés. Ils vont tous remercier de la même manière, même si au fond d'eux ils auraient voulu que je sois leur photographe. C'est ce qui est logique, puisque ça serait arrivé de la même manière pour tous les photographes, puisque s'ils nous choisissent nous, c'est qu'il y a une raison. Et qu'un Sébastien Clavel, un Sébastien Roignan, un Franck Boutonnet, il y en a qu'un seul. Le jour où ça nous arrive, forcément, à un moment donné, on sera bien obligé d'être dans cette situation-là. On n'est pas un studio avec 4, 5 ou 6 photographes. Donc ça, il faut bien y penser. Donc je sais que moi, ça m'est arrivé, et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, si ça devait me réarriver, je sais sur quoi je peux compter, sur qui je peux compter. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et tous les mariés m'ont remercié pour le professionnalisme, et de laisser surtout de ne pas les avoir laissés tomber, et de les avoir mis entre les mains de personnes qui étaient compétentes, et qui ont aussi, même si c'est pas tout à fait la même approche, mais qui ont eu les images qu'ils souhaitaient aussi avoir. Oui, c'est ça aussi. Il faut réussir à avoir le réseau de personnes qui font des photos qui sont pas à l'opposé de ce qu'on fait, quoi. Exactement. Donc pour le coup, c'était le cas. C'était une période très 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 difficile. Ça, je m'en cache pas, parce que c'est très très dur d'être remplacé sur des mariages. Et puis voilà, c'était un accident comme tous les accidents bêtes. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut se rendre compte de qui on est, et que tout un business et toute une entreprise peut rapidement chuter si jamais derrière les reins sont pas solides. Carrément. Et on le voit avec la crise en ce moment, mais encore plus si c'est c'est une crise globale, donc c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais là, c'est vrai que nous, tu vois, je suis tombé il y a 2 semaines, j'ai eu de la chance, ça va, j'ai rien eu, enfin, ou trop rien, mais j'aurais pu me casser le poignet facilement, et j'aurais pu être, alors pas embêté pour les mariages en ce moment, c'est sûr, mais embêté pour tout ce que j'ai à faire actuellement, quoi. Donc c'est là qu'il faut aussi être bien assuré derrière, avoir les bonnes assurances. C'est toujours pareil, c'est quand on est près du mur, qu'on voit le mur. Des fois c'est trop tard. Donc il faut bien se rendre compte de ce qu'il y a à faire aussi derrière. Mais ça fait partie du métier d'entrepreneur. Donc il faut être parfait aussi de ce côté-là. Carrément. Tu voulais enchaîner sur la partie formation.
Donc là, j'ai vu que tu proposais un workshop bientôt. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu disais déjà vouloir le faire en 2017. Qu'est-ce qui t'a amené là-dessus et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, à part le fait que ça puisse amener du business supplémentaire, quelle a été ton envie côté formation? Pourquoi tu as voulu le faire et qu'est-ce qui en quoi tu t'es senti légitime pour le faire? Alors, juste, la dernière partie, et je pense la plus importante, légitime, c'est toujours pareil, on se dit tous, voilà, on a le syndrome de l'escroc ou quoi que ce soit, machin. Et ça, pour moi, je le balaye tout de suite d'un revers de main. On est tous capables de faire de la formation. On est tous capables d'amener quelque chose. On est tous capables de faire comprendre certaines choses à d'autres personnes parce que c'est ce qu'elles vont venir chercher chez toi. T'en as qui vont faire une formation totalement à 100% technique, ce dont moi je suis totalement incapable. Mes appareils photo, je les connais par cœur pour ce que j'ai envie de faire. Maintenant, quand je vois certaines discussions techniques, je suis là, je fais ouais, très bien, c'est super. J'en ai pas besoin en fait pour faire mes images, comme j'ai pas besoin d'avoir 15 flashs le soir parce que je suis incapable de le faire. Par contre, la formation, c'est vrai qu'en 2017, surtout 2018, on m'avait un peu poussé à le faire. Je sais pas que je me sentais pas légitime, c'est que ce côté vraiment très introverti, très clairement, jouait en ma défaveur parce que je me suis dit comment je vais pouvoir raconter des choses et de quelle manière je vais pouvoir en fait intéresser les gens en essayant de sortir de mon caractère lorsque je m'adresse aux gens, en sachant que j'étais quand même un peu dans mon élément, mais ça faisait pas si longtemps que ça. Donc ça a été compliqué pour moi. Et puis je me suis dit bon, c'est pas grave. Peut-être que l'occasion se représentera ou pas. Et puis pour le coup, les années sont passées. Puis je me suis dit ouais bon, je fais très bien mon travail de mon côté, ça me suffit amplement. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens, comme peut-être ça pourrait absolument pas les intéresser, parce qu'après il y a toujours derrière toute une stratégie. Il faut être visible, il faut avoir quelque chose aussi de concret à amener, parce que dans une formation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans une formation, pourquoi et pourquoi. Tu vas dans une formation venir écouter Sébastien Clavel et Benjamin Brett raconter des conneries pendant 3 jours, ça va bien, mais tu vas aussi pour autre chose. Et aujourd'hui, au vu de ce qui m'est arrivé quand même, mine de rien, physiquement depuis 2-3 ans, puisque j'ai encore d'autres problèmes au jour d'aujourd'hui avec mon petit cœur qui m'embête. J'ai toute une côté résilience en fait, qui fait partie de moi-même, qui est très 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 importante, où je suis capable justement avec un mental, je pense, au-dessus de la moyenne, très clairement, continuant en fait à faire ce que je fais, en essayant dans la mesure du possible avoir toujours la même envie. Le même surtout le même comportement joyeux, ce qui n'est pas évident tous les jours, sans avoir un sourire de façade, mais je pense que je suis capable de rebondir. Ce que me disait aussi toujours Cédric, mon ancien directeur, il me dit mais t'as une capacité à rebondir qui m'étonne, parce qu'il faut savoir aussi que chez Decathlon, c'est chez Decathlon que je me suis fait ça. Donc je suis revenu travailler 1 an et demi après, parce que entre temps je revenais, j'avais des opérations très lourdes au niveau de la main, parce qu'au début elle était pas du tout bloquée. Au début elle était un petit peu bloquée, après j'avais mal, il fallait que je refasse. Après on a pris la décision en l'espace de 30 secondes de me bloquer carrément le poignet, en sachant ce que ça inclut derrière. Bloquer un poignet, ça veut dire que 75% de la force de mon bras a disparu. Je suis droitier, donc c'est le poignet droit. Ouais. Donc tout ça, derrière mentalement, faut être capable aussi de l'assumer. Je me suis cassé la jambe chez Decathlon, je me suis déboîté un pouce. C'est dangereux chez Decathlon quand même. Non, c'est surtout que après, on peut se dire on est maudit, mais c'est des épisodes qui sont passés là-bas, j'en ai quelques-uns. Donc à chaque fois, je me suis relevé. Je me suis fait opérer 5 fois de la cheville, j'ai eu un pied beau à la naissance, donc j'ai pas mal de choses comme ça. Donc, et tout ça, je pense que c'est intéressant à raconter en
en formation, non pas faire le bilan de tout ça, mais surtout qu'est-ce que ça. Je vais faire le bilan de ma santé. Partez vite en courant. Et là, tu vois, tu te mets une photo de toi, et là j'ai eu ça, là j'ai eu ça, là j'ai eu ça. Alors, sans vouloir trop en parler, c'est un des trucs qui va être rigolo du machin, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ce qui est surtout important derrière, c'est raconter la résilience, et surtout qu'est-ce que tu mets en œuvre derrière, pour pas plonger non plus, parce que tu peux rapidement te dire, j'ai tout ça, ok, bon, de toute façon, il faut que j'avance, de toute façon, j'ai pas le choix. Et c'est Franck qui me faisait la réflexion la dernière fois, il me disait, et il a raison, et c'est vrai que j'étais assez d'accord avec lui, mais si t'as le choix. Si t'as le choix, toi t'as fait le choix justement de te battre à chaque fois, de revenir à chaque fois, de mettre en place des choses mentalement, ou que lui il me disait, moi je serais incapable. Vrai, 3% de ce qui t'arrive, je serais au fond du trou, parce qu'après on a tous des caractères totalement différents. Et dans la formation qu'on va avoir avec Benji, parce qu'on est extrêmement complémentaires l'un et l'autre, lui il va avoir une bonne partie, on va dire, technique, et puis expliquer comment on fait du storytelling sur la journée, ce que je suis capable aussi de faire, parce que c'est aussi ce que je vais faire. Mais une grosse partie que moi je vais apporter, c'est ce côté résilience, essayer de faire réfléchir les personnes qui seront présentes, si on réussit à le faire aussi dans les conditions sanitaires actuelles, à les faire réfléchir sur leur propre personne, sur leur propre résilience, et surtout qu'est-ce que ça leur apporte dans leur quotidien professionnel et personnel. Et ça, c'est pas le genre de questions qu'on se pose tous les jours, je pense, en tant que photographe, ou en tant que je pense qu'en ce moment, on se la pose beaucoup, pas question santé, mais question juste crise. Parce qu'on a le temps. Parce qu'on a le temps. Parce qu'on a le temps et qu'on la vit aussi. Enfin, je vois depuis un an, moi, je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas ce monde de la wedding sphere comme tu le disais. Mais c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime pas ce qui s'y passe. Beaucoup de choses se passent. Il y a ce côté. On voit qu'il y a eu des caractères qui sont ressortis, qu'il y a des gens où il y a la crise a fait que, ça nous a acculé un petit peu, tu vois, dans le côté. On n'a plus de clients, on n'a plus d'argent qui rentre, tu vois, on est arrivé en mode survie. Et t'as vu, il y a des gens qui ont lâché les crocs, il y a des gens qui sont terrés dans un coin, il y a des gens qui ont essayé de mettre des choses en place. Et on voit que là, ça me rappelle toujours une émission que j'adore, Cauchemar en cuisine, où quand Etchebest, je sais pas si tu regardes de temps en temps. Non, je suis pas très fan de ce genre d'émission. J'aime pas ce genre d'émission, mais j'adore cette émission-ci, parce que j'adore Etchebest. Et en gros, il dit, bon, on va voir ce qui se passe, on va remplir le restaurant, et on va voir comment vous réagissez sous la pression. Et c'est ça, c'est parce qu'ils sont acculés que ça va tout de suite mettre en exergue ce qui va pas, et donc nous en tant que coach ou en tant que formateur ou aide, on va pouvoir voir tout de suite, tiens, t'as vu, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, parce que c'est dans le moment où c'est compliqué que ça ressort. Et il y en a qui vont s'effondrer complètement, qui vont plus vouloir le faire, et d'autres qui on devait prendre des vacances, mais c'est pas grave, on repart au boulot et c'est reparti, quoi. C'est exactement ça. Et là, je remercie encore mes 10 ans chez Decathlon, parce que chez Decathlon, alors c'était un des trucs un peu vicieux aussi, parce que c'était fait un peu exprès, mais tu es en perpétuel mouvement, et on te remet en cause toutes les semaines, en fait, avec des concepts qui vont être mis en place pendant peut-être 6 mois, et puis 6 mois après, on revient à ce qui était fait 6 mois avant, et il faut que tu t'adaptes, en fait, en permanence. Et aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est être capable de s'adapter. Alors après, moi, c'est plus de l'adaptation psychologique et aussi physique par rapport à des choses qui me sont arrivées, et voir comment je me comporte aussi là-dedans. Mais je pense que ça peut avoir des résonances sur des personnes qui seront présentes. Je me permets, donc c'est du 17 au 19 mai, si je dis pas de bêtises. Il reste quelques places. 2021. Si jamais, 2021 pour ceux qui sont encore intéressés, il reste quelques places. Venez, on rigolera aussi, mais surtout j'espère que le podcast sortira avant. Il devrait sortir, mais pas très longtemps avant. Eh ben, on verra, il y a pas de souci. Mais voilà, c'est ça c'est important. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, parce que je me sens pour le coup à ma place, légitime.
pour le coup, en parlant de résilience. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai quelques clés justement là-dessus. Et qu'est-ce que tu mets en place toi derrière, à titre pro et perso, pour justement essayer de ressortir un peu de cet état de crise et de névrose. Voilà, déjà, il y en a un truc que je fais très très bien, je regarde pas la télé. Donc à partir de là, c'est une bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Moi en ce moment, je suis sur ma future babasse, mon futur PC. Donc ça fait 3 semaines que je cherche une carte mère, ça me va très bien. Donc voilà, c'est une plaisanterie, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai d'autres centres d'intérêt qui font qu'au jour d'aujourd'hui, tu faut arrêter d'être dans la névrose complète de ce qui se passe. Parce que de toute façon, si tu commences comme ça, tu auras ta télé 24 heures sur 24, on va te parler 24 heures sur 24 d'une seule chose. Une des premières choses à faire, c'est d'arrêter tout ce qui est LCI, BFM TV, tout ce genre de choses, et tous les journaux qui te rabâchent toujours la même chose et qui te prennent la tête pour rien. Exactement. Il y a 3 questions de fin, on va les faire très rapidement. 3 questions de fin que je pose à chaque personne. Quel est on n'a pas du tout parlé matériel, quel est ton objectif favori? J'en ai 2, mais j'en ai un maintenant que vraiment j'apprécie énormément, c'est le 35. Alors je suis chez Canon. Alors je suis chez Canon comme j'aurais pu. Alors ça c'est pareil, le matériel. Je suis chez Canon comme j'aurais pu être chez Nikon ou chez Sony. Un jour je suis tombé chez Canon. Pour l'instant je suis très content. Alors, pour avoir essayé les 3, tu peux pas être chez l'un comme chez l'autre, ou voilà. Enfin, il y a un moment, ton boîtier, ils sont très différents, et les boîtiers, il y a un moment, enfin, moi, je sais, par exemple, Sony, j'ai failli le jeter par la fenêtre, tu vois. Alors, j'ai pas encore essayé, donc je peux pas te dire, mais ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui me perturbe si je dois changer. Donc, pour ça, je suis chez Canon, et le 35 de chez Canon, oui, c'est un de mes objectifs préférés parce que c'est, oui, le 1.2, j'ai le 1.2. Donc ça c'est un magnifique objectif et il me permet de faire le gros. Si, mais c'est pas très grave. Pour mes poignets, oui. Alors c'est vrai que normalement je devrais pas avoir ce genre de matériel, mais c'est pas grave. Tu vois, ça c'est une partie résilience. Tu vois, c'est pas grave. Je fais avec, même si j'ai mal, mais c'est pas un souci. C'est moi. D'abord, ce que je vois, c'est le plaisir qui va me procurer, et surtout le côté documentaire que tu peux avoir avec un 35 et l'image qu'il va faire. T'es obligé de bouger, parce qu'un 24 que je peux aussi utiliser, c'est un peu plus feignant parce que, t'as un peu un grand angle, mais un grand angle, mine de rien, des fois, si tu l'utilises pas très bien, c'est pas terrible non plus. Donc, c'est le 35. Ok. Et tu disais l'autre objectif, c'était? C'est aussi le 24, parce que le 24, il est sympa, mais j'ai aussi le 135 de chez Canon qui est juste, alors lui, je dis, ouais, lui, il est magnifique. Donc, oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est trop facile. Chaque fois que je le mettais, je disais, bon, maintenant je suis passé chez Nikon, donc c'est bon, je l'ai plus. Mais à chaque fois que j'utilisais, je me disais, j'utilise un quart d'heure sur un mariage, mais c'est le moment feignant. C'est le moment feignant parce que je vais faire des portraits, c'est pour me reposer que je le prends. Il est exceptionnel. Donc le 35 et le 135. Voilà, donc là, tu as 2 appareils et tu as d'un côté le 35 et de l'autre côté le 135, ou tu as quand même un 85 ou... Oui, aussi, oui. Alors je varie, je fais soit 24-50 ou 35-50. En cocktail, je suis plutôt 35-85, voire 135. Voilà, je suis sur 1, 2, 3, 4, j'ai 5 objectifs sur la journée. Ok. Voilà. Deuxième question, quel est le meilleur moment en mariage que tu aies vécu? Mais vraiment, je parle vraiment d'un moment sur un mariage en particulier. J'aurais pu le préparer, ça, parce que vraiment, c'est le premier qui te vient en tête. Forcément un qui t'arrive en tête comme ça. Non, parce que c'est vraiment très particulier d'un mariage à un autre. J'ai un mariage, un moment très fort, ça c'est vrai, d'une mariée qui avait, je vais m'essayer de pas pleurer, une mariée qui avait perdu son papa 6 mois avant. Et quand je dis 6 mois avant, c'est 6 mois avant, c'est-à-dire qu'en fait la date du mariage tombait pile 6 mois au décès de son papa. Il y a eu une étreinte entre elle et sa maman qui était très très forte. J'ai pris ces images-là
En fait, j'arrivais plus à les prendre les photos en fait, parce que je pleurais énormément derrière mon appareil photo, derrière mes lunettes. Donc, je pense que ça se sent au niveau de la voix, qui est en train de s'enrouer. C'était un moment très 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 fort, très très, très fort, parce que mine de rien, je me suis aussi transposé à ça, en se disant tiens, mais si moi c'était le cas et que je perdais un de mes deux parents et que ça tombe en plus sur une sorte de date anniversaire, c'était un moment très 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 puissant. J'avoue. D'accord. Et ça donne des moments qui sont aussi pas faciles à vivre. Non, mais c'est un moment, je suis fier d'avoir pu transmettre des images, même si ce sont des images de tristesse, quelque part, mais qui sont aussi des moments qui seront inoubliables, ça marche mieux, hein. Inoubliable. Oui. Pourquoi inoubliable et intemporel. Tu peux essayer, inoubliable. Ouais, ça marche moins bien. Intemporello. Intemporello. Ouais. D'accord. Et dernière question, quel est ton objectif, mais cette fois, quel est ton but pour les 5 ans qui arrivent? Bah déjà, toujours être là. Mine de rien. Oui, ça arrive pas qu'on a un nouvel accident. C'est mais déjà toujours être là professionnellement et personnellement. C'est une chouette question parce que il y a justement en préparant notre formation, notre workshop, je suis retombé sur des trucs d'Ama Conseil, donc de Marie Astrid, et quand j'ai fait photo coach, où tu t'envoies en fait une lettre et qu'elle t'envoie quelques temps après, et je suis retombé sur cette lettre avec les objectifs que je m'étais fixés 5 ans après, et à un près, tous les objectifs sont remplis. Donc j'ai pas de nouveaux objectifs encore. J'ai juste envie d'être là le plus longtemps possible, en tant que photographe de mariage aussi. Et c'est aussi, je pense, un challenge parce que mine de rien, l'année prochaine j'ai 50 ans. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai quand même 50 ans l'année prochaine. Alors chaque fois que je dis mon âge, les gens se disent non, c'est pas possible. Mais si, et être photographe de mariage à 60 ou 65 ans. C'est quelque chose qui peut être aussi pas non pas forcément un challenge, mais quelque chose qui peut être un objectif de vie, en n'ayant pas d'arthrose et en étant capable de encore de se dandiner. Ça, je pense le faire sur les pistes de danse le soir, parce que ça, c'est un truc que j'adore faire. Mais au moins être présent encore dans 5 ans et toujours avec la même envie. Et ça, c'est très important, l'envie, parce que je vois trop de gens qui font ce métier, comme je le disais tout à l'heure, d'une manière, pas transparente, mais sans envie, ou simplement pour se dire tiens, je vais remplir mon frigo. Pour remplir son frigo, on peut aller à l'usine tous les jours. Ça peut être exactement la même chose. Après, j'ai appris aussi à voir que chacun a tu vois, quand toi tu dis je pense pas photo tous les jours, moi je vis par la photo et toute ma vie est régie en fait par la photo, que j'en fasse ou pas, mais une grosse partie de ma vie, j'ai rencontré ma compagne en faisant des photos, je sors pour faire des photos, je voyage pour faire des photos, et j'ai du mal à comprendre les gens, tu vois, qui vivent pas photo non plus. J'ai eu du mal à comprendre les gens qui vivent pas photo, parce que pour moi c'est tellement important, tellement c'est pour ça aussi que des fois je sors un petit peu pas de mes gonds, mais que tu vois, que tu sens que je vais aller taper un peu, parce que la personne en face va me montrer que ouais, mais en fait on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas, bordel, c'est important, quoi, merde. Et t'es là et tu fais, et Seb, comprends que peut-être cette personne en face ne vit pas autant la photo que toi, et n'a peut-être pas non plus les mêmes prétentions que toi à devenir un très très bon photographe et à passer toute sa vie à te gagner les petits pourcentages restants pour être très bon, quoi. Et en ça, j'ai appris au fur et à mesure aussi de mes formations à comprendre aussi que chacun avait son but, et que quelqu'un qui veut juste en vivre comme ça, qui veut se faire 10-15 mariages et ne pas bosser la semaine et ne pas et vivre sa vie à côté d'autres choses et tout ça, et puis juste investir dans un photo comme ça de mariage, c'est pas non plus un mal. Tant que les gens sont clairs avec eux, je pense que c'est surtout ça, c'est que les gens soient clairs avec ce qu'ils veulent, et non pas qu'ils aient ah ouais, j'aimerais bien devenir ça, mais en fait non, t'en as juste pas envie, quoi. Exactement. Ça, je pense que c'est un joli mot de fin. Il faut déjà être clair avec soi-même. Ça, c'est très important. Ça, tu vois, c'est pareil, c'est du bon sens paysan. Mais moi, aujourd'hui, je suis très très clair avec qui je suis
Et avec, ça se voit, hein, j'ai avec un grand sourire, j'ai aucun malaise à dire qui je suis là-dessus et ce que je veux. Et ça, mes mariés l'ont bien compris lorsqu'ils me choisissent. Je ne triche pas. Je suis qui je suis. Alors, ça ferait bondir Bungie qui déteste cette phrase-là, mais soyez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris. Un truc comme ça, une connerie comme ça. Mais c'est aussi vrai parce que il faut déjà se connaître soi-même, savoir exactement qui on est pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion. Et quand tu dis dans 5 ans, dans 5 ans, j'espère juste être encore moi-même, être capable de faire toujours les mêmes images, être capable de toujours peut-être être premier sur photographe mariage Jean, que personne m'aura détrôné. Ça sera rigolo parce que c'est vrai que mine de rien, niveau top 50, là je crois que je suis quand même pas mal en position numéro 1 sur quelques années, mais c'est ça peut être un challenge. Et j'espère toujours être photographe, même si je ne suis pas photographe, toujours dans 5 ans. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelqu'un qui veut te suivre, qui veut suivre un peu ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mon Instagram, alors sur mon Instagram, comme un peu tout le monde, c'est mon Instagram, on va dire pro, mariage. C'est vrai que je n'ai pas d'Instagram perso. C'est un de mes projets d'ailleurs, d'avoir un Instagram perso parce que j'aimerais bien aussi avoir des images, de ma vie. Après, on me retrouve sur les réseaux, tout bêtement, sur Facebook, même si j'y suis de moins en moins. Ça c'est vrai aussi, je déconnecte pas mal là-dessus. Et puis après, les gens qui me connaissent, même s'il n'y en a pas beaucoup, on se retrouve entre nous. En ce moment c'est très compliqué, toujours dans le respect des consignes sanitaires, avec 12 mètres entre les uns et les autres. Mais oui, j'espère que ça se terminera très rapidement pour qu'on puisse justement se retrouver. Mais sur les réseaux et sur Instagram, on peut retrouver mon travail. De toute façon, je mettrai les liens sous le podcast. Sur mon site internet. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Moi, je vais pouvoir faire la conclusion maintenant. Oui, c'est toujours drôle. J'ai un très bon ami qui s'appelle Sébastien et à chaque fois, c'est très compliqué de... On ne sait pas de qui on parle à chaque fois. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était un réel plaisir. Un grand merci à toi, Sébastien. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Il y a tous les liens, si vous voulez aller voir son travail, son Insta, tout ça et tout. Il y a tous les liens qui sont dans la description de ce podcast. Si vous souhaitez aller plus loin sur savoir comment trouver des clients, j'ai une formation gratuite de 7 jours qui vous explique comment trouver des clients avec, c'est par mail. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en dessous, vous inscrivez et vous allez recevoir 7 jours de vidéos sur comment trouver des clients. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire, une notation 5 étoiles sur Apple Podcast, de le partager, tout ça et tout, de partager sur les réseaux. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Et entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout signez des mariages. Au revoir.